Je représente le groupe BTP Immobilier des Arts et Métiers Alumni. Et nous avons organisé cette soirée avec le groupe Mines Aménagement Construction, présidé par Bernard Soulez, ici présent. Le groupe X-Pompière, un groupe professionnel qui regroupe les anciens Polytech et l'École des Ponts. Animé par Pierre Vidaillet, et c'est William Yon qui nous a beaucoup aidé pour cette fois-ci. D'accord, mais on fera les remerciements à la fin. Alors, et comme vous étiez 3, vous vous êtes dit on va choisir un sujet facile. Oui. Facile à traiter, un truc un peu léger. Un peu léger. Et donc le sujet, c'est le BTP doit changer d'air. Ça manque pas d'ambition. Hein. Exactement. Alors d'où vient ce sujet? En fait, c'est pas un sujet nouveau qui est dans l'air, hein, comme on dit. C'est un sujet qui date de la dernière conférence, il y a tout juste un an, qu'on a organisé ici, avec les mêmes groupes professionnels d'alumni. Certains d'entre vous étaient présents à cette conférence il y a tout juste un an. Elle s'intitulait JO 2024, quel immobilier dans quel Grand Paris? Et nous avions cette fois-ci aussi des intervenants de qualité. Et lors de cette conférence, on avait noté quelques messages forts de la part des intervenants. Notamment pour le monde du BTP, de la construction. En particulier, Madame Alba avait souligné que les entreprises du BTP doivent accélérer leur mutation et que les JO 2024 pouvaient constituer un beau terrain de jeu, un beau laboratoire urbain pour ces entreprises du BTP. De même, M. Roland Castro, architecte urbaniste, avait précisé en conclusion que pour être réversible, un village olympique doit être beau, agréable à vivre, avec entre autres l'exemple de l'agriculture urbaine, etc. Donc nous avons émis l'idée, suite à cette conférence, d'en faire une autre, évidemment, sur le thème de la mutation des métiers du BTP. Alors, ça s'articulera en 2 tables rondes. L'une, ça parlera du vivre ensemble, et l'autre de l'équilibre avec la nature. Il faut s'attendre quand même à ce que les 2 tables rondes se croisent. Hein. On va avoir des thématiques voisines. Oui. Quelle est notre feuille de route? Qu'est-ce que vous attendez, vous, organisateurs de cette discussion? Eh bien, nous attendons de ces tables rondes et de ce débat de ce soir d'en connaître un peu plus sur les transformations du monde du BTP actuellement, parce que effectivement, les grandes entreprises, les architectes, les startups, tout ça, ça évolue très très vite. Il y a beaucoup de travail fait et on aimerait en sorte faire un point ce soir de la situation. Où en sommes-nous? Où allons-nous? Comment répondons aux questions, aux 2 grandes questions: construire pour mieux vivre ensemble et construire pour mieux respecter l'environnement? On verra qu'il y a beaucoup de travail en cours, beaucoup de travail déjà fait. Et voilà comme je le disais, que le sujet est très facile. Puisqu'on met en avant le vivre ensemble, il faut préciser quand même que la tribune, évidemment, aura largement la parole, mais pas exclusivement, qu'on fera appel à vous. Si vous avez des questions, des réactions, vous aurez la parole. Il vous suffit de lever la main droite pour les droitiers, gauche pour les gauchers, il n'y a pas de préjugés, et on trouvera des temps pour que vous puissiez échanger. Alors, quand même, n'oublions pas, vous allez y oublier... Il faut faire les remerciements. Exactement. Donc, on remercie bien sûr tous les intervenants à ces tables rondes ce soir. On remercie en particulier Vinci Construction, qui est mécène de la soirée, qui nous permet d'équilibrer ce genre d'événement avec plus d'aisance, je dirais. Merci donc à Vinci Construction ce soir d'être notre mécène. Je remercie également les vergers de Galie qui grâce à eux, vont nous aider au cocktail, à avoir un cocktail plus fruité des vergers de Galie. Et puis merci également à Brice Lalonde d'être le grand témoin de cette soirée, et à tous nos intervenants des entreprises, architectes, start-up, etc. Et alors vous m'avez fixé une contrainte absolument impérative, c'est qu'il faut avoir terminé à 20h45 au plus tard, parce qu'on a un cocktail qui nous attend au premier étage de cette maison. Comprendront tous que c'est un cas de force majeure. Merci à vous. Merci. Et on va essayer de commencer. Ouais, je vous laisse le micro. Bonjour Brice Lalonde. Bonjour. Alors je ne vais pas avoir quand même le culot de vous présenter, parce que je pense que c'est totalement superflu. En revanche, si vous le permettez, je ferai quelques rappels. C'est qu'au fond, dans votre activité, d'abord,
Si aujourd'hui être engagé pour l'écologie, c'est plutôt dans l'air du temps, vous l'avez été bien avant d'autres, hein, puisque votre engagement, c'était, sauf erreur de ma part, les Amis de la Terre. C'était dans les années 70. Et alors ça vous a amené assez vite à être d'ailleurs candidat aux élections présidentielles, c'était en 81. J'ai pas été élu. Non, de peu. Mais Coluche a dit que si les arbres votaient, j'étais élu. Ensuite, eh bien, vous avez été ministre dans plusieurs gouvernements de Michel Rocard. Et alors, depuis, vous avez des activités internationales qui, par définition, depuis notre petit hexagone, sont moins connues. Peut-être 2 mots sur ces activités internationales pour qu'on comprenne bien que vous n'avez pas abandonné le flambeau. Oui, j'ai travaillé aux Nations Unies. Et c'est toujours intéressant, les Nations Unies, et notamment au bilan 20 ans après la conférence de Rio de 92, Rio plus 20, et c'est là qu'ont été décidés les objectifs de développement durable, donc les 17 objectifs de développement durable. Au fond, qu'est-ce que demande la communauté internationale, qu'est-ce qu'elle voudrait pour 2030 ? Ce sont les objectifs de développement durable. Donc voilà, j'ai travaillé à ça. Et c'est important, ça donne une espèce de vision un peu plus globale, quoi. Alors, quand vous avez donc accepté d'être le grand témoin de cette soirée, quand vous avez appris que des spécialistes, des professionnels du BTP, des ingénieurs vous demandaient d'être le grand témoin et qu'ils avaient envie de porter la discussion sur ce type de thématique, qu'est-ce que ça vous a inspiré comme remarque a priori ? Alors d'abord, j'ai beaucoup aimé le titre, hein, enfin, le petit document de présentation de la soirée. Le BTP à l'heure de l'Anthropocène. Et donc c'est alléchant. Et notamment, il est écrit que le BTP a une très forte ambition. Il souhaite être le moteur de la transition. Je dois dire tout de suite que vous avez des concurrents, hein, parce que les transports, l'agriculture, l'énergie veulent aussi être les moteurs de la transition. Et ce qui est d'ailleurs très frappant, c'est qu'on ne sait pas vers quoi on transitionne. Et donc, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord pour aller quelque part, mais on ne sait pas ce qu'on veut. En revanche, ce qui est très intéressant, et ça va être la discussion ce soir, on sait ce dont on ne veut pas. On ne veut pas que le BTP contribue à la montée des périls. Voilà. Et donc ça, c'est déjà très très bien, c'est déjà méritoire. Et ça m'a beaucoup intéressé d'abord de regarder la liste des panélistes, c'est extrêmement intéressant, on va apprendre des tas de choses passionnantes. Et ensuite, le deuxième mouvement, c'est le BTP, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est 135 milliards de travaux par an, c'est 10% du PIB, c'est un nombre d'acteurs absolument incroyable. C'est vraiment... Qui c'est qui décide là-dedans ? Et donc, je me suis dit, vous avez du boulot, les gars. Hein. Alors, si vous le voulez bien, votre rôle de grand témoin, tel qu'on peut l'imaginer de concert, c'est que, bien sûr, on vous laissera le soin de conclure un peu nos travaux, de donner un peu votre sentiment et votre synthèse. Mais si vous le voulez bien, tout au long de ces travaux, vous intervenez un peu quand vous voulez, vous réagissez à votre convenance. Soyez sympa, quand vous m'entendez dire une bêtise, vous corrigez. Ça peut arriver assez souvent. Et voilà, vous êtes un peu le grand témoin, c'est-à-dire c'est vous qui donnez le tempo un peu de nos échanges, si ça vous convient. Alors, première table ronde, c'est notre programme et nous allons essayer de nous intéresser à construire pour mieux vivre ensemble. Vaste sujet, 3 intervenants pour cette première thématique, mais que je le disais tout à l'heure, vous verrez que je pense que les thématiques vont se croiser, parce que la thématique plus environnementale et la thématique plus participative, au fond, on est dans la même type d'interrogation et de volonté. Alors, Patrick Bouchain, vous êtes architecte, urbaniste. Tout à l'heure, on détaillera un peu vos activités, votre réflexion sur le sujet qui nous est proposé. Vous nous détaillerez aussi ce concept de haute qualité humaine que vous mettez un peu au cœur de vos travaux. Alors, Madame Claire, Chloé Claire, alors vous exercez au sein du groupe Vinci Construction une nouvelle fonction. Juste un mot, et rapidement on y reviendra. Oui, enfin, c'est une fonction qui existe maintenant depuis 2 ans et demi, ouais. Et qui pousse au-delà d'une fonction primaire qui était de faire plus d'échanges et de transversalité sur toute le savoir-faire technique de l'entreprise. On est assez vite allé vers de l'innovation et de la R&D partagée, et très vite aussi vers les nouvelles technologies, et comment est-ce que à la fois l'accessibilité des nouvelles technologies et
la tangibilité, je dirais, des phénomènes climatiques pouvait être non pas source d'anxiété, mais source d'opportunité pour nous. Alors, on détaillera ça tout à l'heure, mais ce qui est intéressant aussi, peut-être, ça sera aussi de mettre en perspective cette responsabilité qui est la vôtre aujourd'hui et votre expérience antérieure qui était totalement à l'international. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, on va commencer avec vous, si vous voulez bien, Corentin Le Faucheur. Vous êtes étudiant entrepreneur. C'est un statut, ça? Alors, j'ai commencé en tant qu'étudiant entrepreneur, effectivement. Donc, un début de carrière lors de mes études en master maintenance et exploitation de patrimoine immobilier, où j'ai pu exercer un stage chez BNP Paribas, où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de matériaux, beaucoup d'équipements qui partaient à la benne et qui pourtant pouvaient être réutilisés ou revendus lors des opérations de dépose. Donc tout est parti de là. Je dirais c'est juste une réflexion de bon sens apportée à ce que je découvrais durant cette formation et cette première expérience. À partir de là, j'ai commencé à me pencher sur des prestations d'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage et aux entreprises pour intégrer le réemploi, la revente des matériaux tout au long des projets immobiliers. Tout ça m'a amené jusqu'ici aujourd'hui, donc la start-up Bacassia, qui fait du réemploi de matériaux, d'équipements du bâtiment. On a deux piliers. Un premier pilier qui est la marketplace, donc un site dédié aux professionnels qui permet de revendre des matériaux, des équipements neufs ou d'occasion. Le deuxième pilier, c'est le conseil, où on accompagne l'ensemble des acteurs de l'immobilier et du bâtiment dans l'intégration de cette pratique vertueuse sur les projets immobiliers. Mais vous leur compliquez la vie, parce que finalement, c'est tellement plus simple de s'en débarrasser. Finalement, comment vous êtes reçu? Alors, effectivement, pas toujours bien. C'est pour ça qu'on a développé cette brique conseil pour intervenir comme facilitateur et réduire la peine, la douleur, on va dire, des acteurs du bâtiment. Effectivement, quand on vient leur demander de faire une dépose soignée d'une porte avec son dormant, c'est une contrainte supplémentaire. Dans le bâtiment, il faut aller vite, il faut gagner de l'argent, ce qu'on entend parfaitement. C'est la raison pour laquelle on est là pour accompagner et générer du profit en échange de ce temps passé. C'est un peu une manière de réduire la matière première grâce à la matière grise, on va dire. Oui, mais cette matière première à laquelle vous faites référence, elle n'est pas forcément en état de réusage immédiat. Elle est, en général, si on jette, c'est parce que ça fait son usage, que c'est en mauvais état, que... Alors effectivement, tout n'est pas revendable. En revanche, dans l'immobilier, on connaît le principe un peu des baux ou des cessions de bâtiments qui sont très intenses en Ile-de-France, où on va retrouver en fait des actifs qui sont voués à être réhabilités, rénovés, tout simplement parce qu'il y a un changement de propriétaire, un changement de bailleur ou un changement d'usage, une évolution urbaine. Et donc tout ça nous apporte des gisements très qualitatifs. Donc pour le moment, on se concentre justement sur ces gisements-là qui peuvent générer du profit et qui intéressent nos clients, tout simplement parce qu'on doit montrer que en échange de la petite peine, de la petite douleur qui est de faire du réemploi, eh ben, il faut quand même gagner un petit peu d'argent. Alors ça, c'est pour ceux qui vous apportent en quelque sorte les matériaux. Pour ceux à qui vous les vendez, il n'y a pas un soupçon de qualité, sur la qualité, sur la capacité à réutiliser dans de bonnes conditions. Là aussi, c'est peut-être plus simple d'aller acheter du neuf. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au début du concept, on se posait beaucoup de questions, effectivement, sur le potentiel de réemploi des matériaux. Pour nous, ça allait être un frein de revente de l'occasion. On ne savait pas s'il y avait vraiment un marché d'acheteurs. En fait, on se rend compte qu'on n'invente rien, que ce marché, il existe déjà, c'est juste qu'on ne le voit pas. Aujourd'hui, sur les chantiers, il y a beaucoup de, si on peut appeler ça du dessous de table, on n'a rien contre ça. Le but, c'est de mettre en valeur cette démarche qui est positive pour l'environnement. Et donc, finalement, ce n'est pas un frein pour nous, puisque les acheteurs savent très bien évaluer la qualité de ce qu'ils achètent. L'ensemble de nos professionnels qui achètent des matériaux sur notre plateforme arrivent à remettre une garantie pièce et main d'œuvre ou une garantie installation
sur les produits qu'ils reproposent à leur maître d'ouvrage. Tout simplement parce qu'ils arrivent à évaluer la qualité du produit. Et parfois, ils préfèrent utiliser un produit un peu plus ancien, mais qu'ils connaissent bien et qui savent fiable, et ils le préfèrent à un produit neuf fabriqué en Chine, dont on ne connaît pas trop le procédé de fabrication, par exemple. Donc on est là un petit peu pour développer ce marché, faciliter. Ce qui est vrai, c'est que vous vous inscrivez dans une logique qu'on voit apparaître depuis quand même un certain nombre d'années, qui est la gestion du chantier. C'est l'idée qu'effectivement, ça renvoie quand même là aussi à notre thématique plus précise, qui est les habitants autour, c'est les éventuelles nuisances du chantier lui-même. Donc là, vous allez dans le sens d'une bonne gestion du chantier. Alors tout à fait, c'est un de nos gros travaux qui consiste à accompagner tout au long du projet la mise en place de ce procédé qui nécessite parfois des espaces tampons un peu plus importants que d'habitude. Donc ça prend de la place. À l'échelle d'un quartier, je pense à une réhabilitation de logements sociaux où justement ces zones venaient empiéter les espaces de jeu des enfants. Donc là, effectivement, quand on parle du vivre ensemble, on intègre une pratique vertueuse pour l'environnement, mais qui est du coup pas trop vertueuse pour la vie du quartier. On travaille énormément pour faire collaborer les acteurs, pour anticiper au maximum. Et avec de l'anticipation, on peut faire beaucoup plus de choses déjà. Donc c'est un peu tout notre travail d'intermédiation, de courtage, qui est parfois un peu mal vu, et pourtant qui est nécessaire pour mettre en accord les acteurs qui peuvent avoir des intérêts un peu différents. Je pense au maître d'ouvrage qui veut essayer de faire de l'environnemental et qui est prêt à avoir une démarche un peu militante, et l'entreprise qui est mandatée pour une certaine mission et qui doit aussi trouver son intérêt dans l'efficacité et dans la gestion de son chantier. Donc on est là aussi pour essayer de faciliter tout ça. Oui, ça Lalonde. Il me semble qu'il y a un slogan intéressant, c'est on essaye d'aller vers la déconstruction plutôt que la démolition. Et de manière générale, comme il y a un développement aussi de la construction hors site avec des choses préfabriquées, tout ceci maintenant commence à entrer dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, donc c'est absolument remarquable ce qu'il a commencé à faire. Est-ce que, alors, justement, aujourd'hui, où en êtes-vous parce qu'il y a une question de rapport de force aussi. Implicitement, c'est ce que vous dites. Alors, vous l'abordez par le biais astucieux du conseil, c'est-à-dire pas de l'agression ou du volontarisme, mais pour essayer de faire comprendre aux acteurs l'intérêt qu'ils peuvent y trouver. Mais quels sont aujourd'hui vos moyens ? Quelle est votre force de persuasion, en quelque sorte ? Alors aujourd'hui, il y a quand même une très grosse prise de conscience. On le voit à l'échelle personnelle. Chacun chez soi essaye de mettre en place des démarches d'économie circulaire. On voit le succès du Bon Coin, par exemple. Tout le monde commence à revendre et acheter de l'occasion. Donc cette prise de conscience s'applique au monde professionnel. Et donc notre pratique fait de plus en plus écho. Aujourd'hui, quand on va voir un client, que ce soit un revendeur ou un acheteur, on propose à chaque fois la preuve de concept. On propose de se pencher sur le projet et de montrer via A plus B que la démarche peut être viable et que ça ne lui coûtera pas plus qu'une démarche sans réemploi. Donc on utilise un peu l'argument zéro coût qui peut ne pas être tenu si la démarche est militante et que l'opération n'est pas forcément idéale pour faire du réemploi ou que l'ouvrage n'est pas forcément exceptionnel et donc que la valeur des matériaux n'est pas importante. Mais toujours est-il qu'il y a quand même une motivation au moins dans l'essai. Une fois qu'on a montré que la douleur était faible, on arrive à reproduire et à réitérer avec ses clients. Alors, vous le dites quand même, là, vous êtes dans une logique où c'est vous qui démarchez. Vous démarchez à la fois vos apporteurs et vous démarchez vos acheteurs potentiels. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment en phase expérimentale de ce point de vue-là. Alors, de moins en moins, on a atteint quasiment le plein, comment on peut appeler ça, le plein pot, on va dire, en termes de chantier, de revente. Notre gros travail est dans la prospection d'acheteurs et dans la mise en relation avec des artisans, des petits maîtres d'ouvrage qui veulent acheter de l'occasion. Tout ce travail nécessite, donc, comme je le disais, de la prospection, de la négociation, de la mise en relation et de la coordination derrière pour retirer les matériaux en temps et en heure. Donc en volume de matériaux et d'équipements à vendre, on est très bien. Beaucoup d'acteurs souhaitent revendre leurs produits. En revanche, le travail réside
réside dans l'acquisition des matériaux et dans tout ce travail qui est le travail d'intermédiation. Dernière question, vous stockez, vous recyclez un peu, comment ça se passe, ou l'acheteur va sur le lieu du chantier, comment ça se passe? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est du stockage dématérialisé, c'est-à-dire qu'on vend sur pied des matériaux, des équipements qui ne sont pas encore déposés. Le but étant d'éviter le stockage physique qui coûte. Voilà. Donc, encore une fois, la viabilité économique très importante pour nos clients. Donc, notre travail, c'est de revendre en amont. Ensuite, on se cale sur le planning du chantier et si le produit n'est pas vendu lorsque le chantier avance et que le produit est censé être déposé, il suit son cours normal. Si le produit est vendu avant la dépose, on engage une dépose soignée et une mise à disposition des acheteurs qui viennent en pied de chantier. Donc encore une fois avec des conditions qui sont négociées, mais ils viennent directement sur chantier chercher leurs produits. Vous vous donnez combien de temps pour devenir riche et puissant? On est ambitieux, mais le but n'étant pas d'être riche et puissant, mais plus de réussir à démocratiser cette pratique et de réduire notre action dans la chaîne de valeur. Aujourd'hui, on intervient beaucoup, on fait du conseil. Le but, c'est pas de faire du conseil à l'infini. Je pense que les acteurs, que ce soit les maîtres d'ouvrage, les entreprises générales, les déconstructeurs, les cureurs, pourront au fur et à mesure mettre en vente eux-mêmes leurs matériaux, organiser eux-mêmes leur récupération et se passer de nous. C'est le but. Merci. Chloé Claire, là, votre souhait n'est pas de devenir riche et puissant. Enfin, en tout cas, Vinci Construction n'a plus ce genre de problème. En revanche, votre intervention dans ce groupe traduit bien quand même, et on va revenir un peu sur la définition du rôle qui est le vôtre, traduit bien quand même de la part d'un très puissant groupe de BTP comme Vinci Construction, traduit bien l'évolution des mentalités et l'évolution des préoccupations. Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une volonté très forte du groupe, non pas seulement de se dire environnementaux, de faire des petites actions, mais véritablement d'aller vers des objectifs chiffrés. Des objectifs chiffrés en termes de réduction de notre impact sur principalement le carbone, mais aussi les déchets. Et donc Bacassia est une très bonne idée. Et sur ce qu'on appelle les milieux naturels, à la fois la biodiversité et l'eau. Je vous ai trouvé un prospect. Mais on le connaissait. On travaille déjà ensemble. Non, mais et justement, on est aussi poussé et aidé dans cette recherche de performance chiffrée, je dirais, justement par des entreprises innovantes, parce que justement le chantier c'est un environnement qui est difficile, où le temps est toujours préoccupant, énormément de problèmes, et donc quand on est accompagné sur les déchets, on peut être aussi accompagné sur les problématiques de traitement des eaux, de pollution, etc. Eh bien, c'est sûr que ça enlève des freins naturels à nos personnels de chantier et ils ont tous envie d'aller vers quelque chose de plus vertueux. Par contre, il y avait jusqu'à maintenant aussi peut-être l'importance du prix et on sent bien qu'aujourd'hui, il faut qu'on donne du sens à ce qu'on fait, que même si les maîtres d'ouvrage ne sont pas encore tout à fait au rendez-vous entre le prix et la qualité environnementale, ça devient une préoccupation. Et puis on est évidemment poussé par les normes qui arrivent et sur lesquelles évidemment un grand groupe a besoin d'être challenger, enfin en tout cas de se positionner très en avant. Alors ce qui est intéressant un peu, si j'ai bien compris dans la définition du rôle qui est le vôtre, c'est qu'il est, au fond, il touche des domaines assez multiples. C'est à la fois les questions d'innovation, mais innovation dans des domaines multiples, que ce soit dans l'environnement, que ce soit dans les matériaux, etc., etc. C'est-à-dire que là, encore une fois, on voit bien la nécessité de croiser les thématiques. Tout à fait. Et c'est intéressant parce que Vinci est un groupe décentralisé, donc particulièrement siloté et qui en a fait sa force pour être très ancré au niveau local. Et on voit bien qu'avec toutes les transformations à la fois numériques et environnementales qui déferlent et la source d'informations infinie à laquelle on a accès, on a besoin de travailler en réseau, on a besoin de travailler de manière collaborative sur les projets et c'est ça qu'on va apporter. Et on se rend compte que des projets, typiquement on évoquait tout à l'heure la construction hors site, d'ailleurs normalement notre ministre a récupéré un rapport cet après-midi chez Batimat sur le sujet, donc on espère que ça va pouvoir être poussé. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que évidemment, oui, dans les années 60, on faisait déjà du préfabriqué, mais où est-ce que c'est intéressant aujourd'hui? C'est grâce avec
à tous ces outils digitaux, technologiques, qui nous permettent en fait de pouvoir faire de l'industriel de très bonne qualité, de l'industriel respectueux, de limiter les déchets de 90%, etc. Donc en fait, c'est les nouvelles technologies qui poussent aussi à faire de la construction plus vertueuse. Et ça, on le voit aussi sur des projets type Energy Sprong ou massification de la rénovation énergétique, où on a besoin, si on veut scaler, si on veut passer à l'échelle, industrialiser, les outils digitaux, la robotisation de certaines tâches ou la cobotisation auprès de nos compagnons va nous permettre d'y arriver. Alors ça, c'est pour le périmètre de votre mission, mais très opérationnellement, très concrètement, comment ça se passe ? Vous allez voir dans vos filiales et puis vous faites des inspections générales, vous notez, ou au contraire, vous avez plutôt un rôle d'explorateur qui allait chercher des nouvelles techniques. Comment ça se passe ? Est-ce que vous faites plutôt de la formation ? Enfin bref, parce que là, vous avez une maison considérable. Et d'une certaine manière, vous titillez des pratiques qui ne sont pas toutes forcément dans cette direction. Oui, alors bon, vous imaginez bien que je ne vais pas faire la police sur les chantiers. Non, il suffit juste de mettre les gens ensemble. En plus, là, je parle à un parterre d'ingénieurs. Les ingénieurs sont des personnes curieuses, des personnes responsables. Et quand on les met ensemble pour discuter d'un sujet et qu'on rentre dans la technique, alors tout le monde est passionné. Et donc en fait, moi au début de mon job, je me disais, en fait je suis une marieuse, je mets A et B ensemble au milieu. Et je leur dis, en fait vous faites la même chose, mais dans des domaines différents, parlez-vous. Vous faites de la dépollution des sols, vous faites de la dépollution des eaux, mais au final vous avez peut-être une offre à faire ensemble, puisque l'utilisateur final, lui ce qu'il veut, c'est quelque chose de clé en main. Et donc on va travailler à la fois des nouveaux business models, à la fois plus de productivité pour nos chantiers, à la fois des pratiques plus respectueuses, tous ensemble. Et aussi parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a tellement de choses qui se passent très très vite que le mieux, c'est pas commencer à zéro, c'est que quand une preuve de concept est faite avec un acteur innovant, eh bien, on refasse pas 3 fois la même preuve de concept, mais qu'une entité sœur l'appréhende et aille plus loin. Et ça, c'est quelque chose de nouveau que l'on ne maîtrisait pas avant. Alors, en agissant de la sorte, Vinci Construction se dit... Là, j'ai des nouvelles sources de rentabilité, c'est intéressant, il ne faut pas que je loupe le coche. Ou est-ce qu'il se dit, on a mon public, mes clients, les habitants des villes où je construis ont un nouveau type d'exigence et ce qui nous ramène au vivre ensemble, effectivement. Entre ces deux paramètres, quel est celui qui vous semble le plus important ? Bien. Les nouvelles exigences vont forcément nous mener à proposer des nouvelles choses pour rester compétitifs. Donc, on se veut une entreprise qui gagne de l'argent, mais on doit être à l'écoute de nos habitants. Et si on peut donner du sens à notre métier, je veux dire, un constructeur n'est pas là parce qu'il gagne de l'argent. C'est pas un métier où on gagne beaucoup d'argent. C'est un métier dur. C'est un métier de gens passionnés. Donc, on est là parce qu'on a envie de faire ce qu'on fait et de le faire bien. Et ça, on le voit dans toute la chaîne de la construction, du maître d'œuvre aux compagnons sur le chantier, au directeur de projet. Donc en fait, si on aide nos équipes à aller vers des projets vertueux, ils s'en emparent et ils sont heureux de le faire. Maintenant, la question à se poser, c'est la question du maître d'ouvrage et de notre proactivité. Et en fait, quelque part, il ne faut pas, nous constructeurs, qu'on se cache derrière le maître d'ouvrage ne veut pas de variante, j'ai rien proposé parce que je ne suis pas en conception-construction, donc c'était à l'architecte de proposer. Voilà. Non, il faut aussi qu'on soit proactif, il faut qu'on travaille justement avec toutes les personnes de la chaîne, et ça aussi c'est nouveau, mais c'est aussi dans l'air du temps. Donc ça se fait de manière beaucoup plus naturelle, et ça va vers des villes. Aujourd'hui, qu'est-ce que fait une entreprise comme Vinci Construction ? C'est imaginer les territoires et les villes de demain. Les villes de demain, c'est 2/3 de la population dans les villes en 2030, ça veut dire des villes plus denses, mais où on veut mieux vivre. Donc on réfléchit à des concepts, et ça tombe bien parce qu'on est beaucoup dans les travaux souterrains, de la ville sur la ville et la ville sous la ville. Et c'est quelque chose qu'on vit dès aujourd'hui. C'est pas du domaine de l'utopie où on se dit quand il y aura plus que des voitures autonomes, tous nos parkings seront utilisés pour faire des fermes à champignons et à légumes. Très bien.
Mais dès aujourd'hui, on le vit. Si vous allez aujourd'hui à la Défense, vous avez la gare d'Éole qui est en train d'être construite sous le CNIT en pleine opération et on ne s'en rend pas compte. Donc on est aujourd'hui capable de construire furtivement la ville sous la ville des services. Et on est aussi capable de construire la ville sur la ville, où je me souviens que quand je suis arrivée dans le groupe, il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, je suis allée visiter le chantier de Trinity Tower. Donc j'ai cherché ce site, je savais qu'on était en train de faire des fondations, je l'ai cherché, et en fait, qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé une autoroute et quelques machines autour qui essayaient de faire des pieux. Parce que c'est ça, là, les tours d'aujourd'hui, en tout cas dans des domaines aussi denses que la Défense, qui représentent plutôt le développement urbain du monde, puisqu'en France c'est un peu particulier, mais le monde est quand même fait de développement urbain beaucoup plus dense, eh bien, il n'y a plus de sites, il n'y a plus de parcelles. On construit sur une autoroute. Et d'autant mieux que finalement, une autoroute, c'est une source de pollution, une source de bruit, une source, disons, calamiteuse pour la vie, et qu'on construit par-dessus des tours qui, je l'espère, seront de plus en plus vertueuses. Et donc, on est tout à fait capable de le faire aujourd'hui. Alors, vous avez une formation d'architecte et d'ingénieur. Et vous avez aussi, ça c'est important, me semble-t-il, une pratique professionnelle qui vous a conduit beaucoup à l'international avant. Vous avez été, vous me disiez, en Thaïlande, aux États-Unis. À Trinidad et Tobago, à Chypre, en Pologne. Alors, j'imagine que le recrutement qui vous a été choisi aussi au regard de cette expérience internationale, par rapport aux préoccupations qui sont les vôtres aujourd'hui et les nôtres, par voie de conséquence, est-ce que vous sentez une différence de perception marquée entre différents pays ? En d'autres termes, est-ce que nous, on est très à l'avance ou au contraire très en retard ? Et est-ce qu'il y a des pays où vous sentez que vraiment ils sont au cœur de ces préoccupations plus que nous ? Je crois que quand on parle de conscience environnementale, l'Europe est loin devant. Là, il n'y a aucun doute. En Asie, la conscience environnementale est quand même pas très développée. Après, il y a le Moyen-Orient. Enfin, non, ouais, l'Europe est très en avance et elle a un rôle à jouer elle a un rôle à jouer là-dessus, ça c'est sûr. Maintenant, il faut voir que notre façon, par exemple, de construire, je parlais des tours tout à l'heure, n'importe quelle ville d'Asie considère que c'est une ville moderne à partir du moment où il y a une tour. N'importe quel citoyen dit qu'il a réussi le jour où il vit dans une tour, le jour où il vit en hauteur, et dans des tours modernes. C'est très important. Et donc, il faut aussi voir qu'il y a des perceptions après qui sont très différentes et il faut qu'on trouve des solutions environnementales. Pour nos paysages urbains européens qui sont plutôt du R+7, du R+8, des choses peut-être un peu moins denses, mais il faut aussi qu'on aide les villes très très denses, les villes d'Asie, les villes du Mexique, à se développer avec des solutions qui puissent aussi être environnementales, mais convenir aux idéaux des personnes, parce que nous, les cités-jardins, comme on les imagine, etc., c'est finalement pas ce à quoi ils aspirent culturellement. Merci. Patrick Bouchain, vous n'avez pas construit de tour ? Ah non. Non. Mais alors par contre... Ni travailler avec un grand groupe du BTP. Ça va peut-être venir. Mais non. Je crois vraiment que quand on regarde le travail qui a été le vôtre, on peut dire quand même que là on est au cœur de notre sujet du vivre ensemble. Parce qu'effectivement, vous êtes un architecte assez exemplaire comment dirais-je ? Vous n'aimez pas démolir. Parce que, voilà, je pense que... Vous aimez réinventer et sauver ce qui doit l'être. C'est un peu ça l'idée générale. Et ce concept de haute qualité humaine auquel je faisais référence tout à l'heure, c'est un peu un point d'orgue de votre travail. D'abord, pourquoi je ne fais pas de tour ? Parce que ma première place chez un architecte était justement pour faire une tour, et justement à la Défense. Et je me suis rendu compte qu'entre le dessin que je faisais et celui qui construisait, il y avait 12 intermédiaires. Et donc je me suis dit, je ne pense pas que ce soit possible de faire un métier où le dernier ne me verra jamais et dont le dernier d'ailleurs ne parle pas la langue. Et peut-être même que le dernier ne sait pas lire un plan. Et donc j'ai arrêté de faire ce métier et me dire, je vais repartir donc à la base. Toute l'histoire de l'architecture est une architecture de réemploi. C'est-à-dire qu'on a toujours construit sur ce qu'on avait. Ou construit avec ce qu'on avait. On a toujours construit contextuellement. C'est-à-dire qu'on n'a jamais, c'est très récent, de faire la table rase sur le passé et de construire et de démolir ce que l'on a construit. Puisque la tour sur laquelle je travaillais en 1966, entre-temps, a été démolie.
Donc ça veut dire que ce qui a été fait en 66 à la Défense est déjà démoli. Et donc je pense que j'avais quand même une intuition de dire qu'il faut arrêter de démolir et peut-être déconstruire, Brice Lalonde l'a dit tout à l'heure, mais tout au moins réutiliser ou réemployer et non pas recycler, parce que le recyclage, en fin de compte, est aussi consommateur d'énergie. Donc c'est de réemployer. Et en travaillant sur le réemploi, je me dis, la première chose, ça serait peut-être de travailler sur la personne qui démonte et remonte. Donc c'est sur le travailleur. Et comme là, on n'arrête pas de travailler, de parler de compagnons et autres, il faut aussi montrer l'environnement barbare et presque, on pourrait dire, esclavagiste dans le bâtiment, puisque voilà, le bâtiment, j'ai même travaillé dans des grands établissements publics où il y a des sous-traitants de sous-traitants ou des co-traitants de co-traitants de sous-traitants. Pour faire le TGI, j'en discutais l'autre jour avec Renzo Piano, il y avait donc 600 entreprises et 20 000 travailleurs. Vous vous rendez compte ce que c'est? C'est dément. C'est qu'à un moment donné, il y a 20 000 personnes qui sont concernées, qui rentrent, qui sortent et qui doivent se coordonner sans se voir. Et 600 sous-traitants, enfin 600 entreprises sous-traitantes de Bouygues ou co-traitantes de Bouygues. C'est ça, je me disais, l'exemple est bien choisi parce que c'est Bouygues, c'est ça. Non, mais c'est assez. Non, mais parce que pourquoi? Parce que voilà, avec Renzo, on a souvent ces conversations parce qu'il me dit toujours, toi, tu n'as pas changé, tu es resté comme avant. Lui, à l'époque, on était tous les deux contre les tours, et aujourd'hui, lui, il fait des tours. Voilà, donc, très souvent, c'est une discussion qu'on a au café et tout. Et comme là, sur le TGI, je le trouve élégant, je trouve que ce bâtiment est élégant, on en discutait, et je lui demandais comment ça s'est terminé. Donc, ça s'est terminé presque dans ma méthode, d'ailleurs, que j'ai connue. C'est que quand, à un moment donné, Bouygues s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas terminer le TGI tel que c'était organisé, parce que c'était un tel désastre, en fin de compte, l'organisation de ces 600 entreprises et de ces travailleurs qui ne se parlent pas entre eux, on a rappelé un vieux de l'entreprise à qui on a dit, écoute, tu dois terminer, voilà le chéquier, tu termines. Mais tu termines, parce qu'on ne veut pas de contentieux. Et donc, cette personne a repris la négociation à l'ancienne en disant où on en est, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir terminer. Et le bilan, c'est qu'aujourd'hui, en fin de compte, Bouygues a perdu donc 120 millions sur un projet de 400 millions. C'est-à-dire que ces 120 millions vont être pris sur quoi? Il va bien les prendre quelque part. Il ne va pas être un philanthrope généreux. Soit il va le prendre sur les négociations qu'il va avoir avec ses co-traitants, soit il va le prendre sur un prochain chantier. Donc du coup, on voit bien que ce mode de construction est un mode consommateur. Il est consommateur de matière et il n'est même pas producteur de richesse. Vous voyez, il n'est pas, comme on pourrait le croire, voilà, en construisant grand, on s'enrichit. Donc moi, je me suis dit, il y a très longtemps, repartons à zéro. Voilà. Construire, c'est donc d'abord des hommes. Toute l'architecture est faite à la main, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On assemble des matériaux qui sont fabriqués industriellement, mais toute l'architecture est faite à la main. Et tout bâtiment est rarement reproduit tel. Il est en général quand même modifié dès qu'on construit un bâtiment identique à celui qu'on vient de faire. Et donc toute l'architecture est faite à la main, et toute l'architecture est faite par des hommes, et en partie l'architecture est faite par des immigrés. L'architecture est faite par des gens qui, des fois, ne connaissent pas la culture, la nôtre, et donc ne sont pas issus de cette culture pour produire une construction qui ressemblerait à leur savoir. Donc je me suis dit, la seule chose qui m'intéresse, c'est de partir des savoir-faire des gens qui construisent, et de ne pas faire un projet a priori, mais de faire un projet avec ce que j'ai. Voilà. Ce que j'ai comme argent, ce que j'ai comme matière, ce que j'ai comme savoir, et c'est pour ça que j'ai changé le « E » de HQE, parce que j'ai considéré que l'environnemental était avant tout donc humain, et que donc c'est une écosophie beaucoup plus large. Elle est psychologique, sociale, économique, elle n'est pas que technique. Et donc j'ai commencé à travailler comme ça, donc ce qui a perturbé énormément de gens en disant vous allez perdre de l'argent. En prenant Patrick Bouchain, vous allez perdre de l'argent, parce que ça va durer plus longtemps. Et éventuellement, donc, vous ne saurez pas, quand vous commandez, ce que vous aurez à l'arrivée. Pas terrible comme argument commercial, hein, je ne voudrais pas dire. Oui, sauf que, au début, en effet, ça m'a obligé à travailler pour des maîtres d'ouvrage qui voulaient expérimenter avec moi, principalement les bâtiments peut-être liés à la culture. Et après, j'ai fait de l'industrie. Après, j'ai quand même travaillé pour des industriels qui ont commencé à se dire, tiens, peut-être que c'est pas idiot. J'ai quand même travaillé pour Valeo, qui était quand même un grand... voilà, le patron était quand même un mec assez redoutable. On l'appelait le père Fouettard, il s'appelait Noël Goutard. Et c'était comment on démonte des usines ou comment on reconfigure des usines pour en faire des laboratoires de recherche et ainsi de suite. Et donc j'ai démontré qu'en effet, le temps long, y compris de faire la ville sur la ville, ainsi de suite, pendant qu'on l'habite,
que le temps long n'est pas un temps qui coûte cher et que de travailler à construire quelque chose pendant que des gens habitent la chose que l'on construit, c'est positif. C'est-à-dire que c'est un moyen, d'ailleurs, de voir que là, on est tous liés et qu'il n'y a pas ceux qui construisent la nuit et nous qui occupons le jour. Et après, je l'ai fait à l'Éducation nationale. J'ai fait des transformations de bâtiments à l'Éducation nationale pendant les temps scolaires et non pas pendant les vacances. Car comme vous le savez peut-être, toutes les entreprises de BTP donnent des prix plus chers pendant les 3 mois d'été, puisque c'est le moment où on n'a plus beaucoup de main-d'œuvre, parce que beaucoup partent en vacances, et qu'on a tous les chantiers de l'Éducation nationale à ce moment-là. Peut-on faire des travaux à l'Éducation nationale en temps ouvert et montrer à des enfants qu'il y a donc des métiers manuels, et qu'ensuite peut-être il y a ceux qui réussissent à l'université et d'autres qui apparemment sont restés dans les métiers manuels. Alors on voit bien la dimension, je dirais presque laboratoire au sens d'exaltant du terme que ça peut avoir, mais est-ce qu'au fond ça ne vous condamne pas quand même à une dimension Petite. Non, j'allais pas dire petite, mais qui ne peut pas être extrapolée à l'infini. Est-ce que le propre du laboratoire, c'est qu'effectivement on expérimente à chaque fois. Mais après tout, pourquoi pas? Mais écoutez, Stéphane, quand un médecin soigne un malade, il soigne un malade. Et en même temps, il soigne l'humanité. Et quand quelqu'un expérimente, je sais pas quoi, une posologie, ou que dans un laboratoire on enseigne, après on le diffuse. Donc si on ne passe pas justement par le petit, par quelqu'un qui comprend et par une petite unité qui a compris et qui peut permettre d'être par mimétisme copié, alors que là, dans tous les systèmes généralistes ou totalitaires, vous dites tout le temps, c'est inaccessible, je ne peux pas le faire. Vous voyez, pour le réemploi, vous savez à quel moment j'ai dit que le réemploi était possible? Parce que le réemploi, il est interdit parce que les compagnies d'assurance le refusent. Oui. Et donc, ça veut dire que le contentieux est tout le temps présent dans la construction. Mais si vous dites, admettons, je réemploie une fenêtre d'un hôpital qui a été démonté, et plutôt que de mettre un double vitrage, je mets une deuxième fenêtre dans la première fenêtre, comme on l'a toujours fait, et donc avec ça j'atteins donc ce qu'il faut pour être conforme à la loi, c'est interdit parce que la deuxième fenêtre, quand elle a été démontée et remontée, elle a perdu son label. Et dans le même temps, la personne qui fera Versailles, qui va réhabiliter Versailles, elle va échapper à tout cela, elle va avoir le droit non seulement de démonter, mais même d'utiliser des matériaux qui ne sont plus conformes. Vous voyez, la toiture du château de Versailles est en plomb, par exemple, parce que Louis XIV est plus fort que la réglementation contre le saturnisme. Et en même temps, vous allez avoir un logement avec des tuyaux en plomb, et on va faire des travaux donc, pour changer le plomb qui va être revendu, en effet, où quelqu'un va s'engraisser, pour vous mettre éventuellement des tuyaux en PVC ou des tuyaux en cuivre. Et donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on relie le tout. L'histoire est très importante, je ne suis pas contre, mais vous ne pouvez pas dire d'un côté, il y a table rase, et maintenant on construit vertueux, et tout ce qu'on faisait avant est non vertueux. Et donc j'ai commencé à dire, si le bâtiment historique, le château est vertueux, est-ce que le logement social l'est? Parce que le logement social, il appartient à l'histoire quand même sociale de notre pays. C'est avec l'argent des habitants et le livret A de la caisse d'épargne qu'on a construit le logement social. Le démolir est un vol social. Donc l'ANRU est un vol social. Donc on aurait pu dire, tiens, peut-être que pour s'approprier le logement social, pour celui qui l'habite depuis 35 ans et qui a payé son loyer, il en a non pas une forme de propriété bourgeoise, mais il en a une forme d'appropriation où un pécule de ce logement lui appartient, et en se l'appropriant et en le transformant, il aura le droit. Mais s'il le transforme, comme il n'est pas un entrepreneur, il n'a pas le droit de le transformer. Donc j'ai tenté de démontrer qu'une population au chômage, qui est un ouvrier du bâtiment, qui est au chômage et qui habite un HLM, peut-être qu'il peut transformer le logement de son voisin parce que c'est lui qui construit la tour à la Défense. Et on ne peut pas dire que parce que c'est plus comme avant, on dit tout le temps c'est plus comme avant, les castors ça n'existe plus, les coopératives ça n'existe plus, et ainsi de suite. C'est pas vrai. Peut-être on a eu tort de supprimer tout cela, et c'est vers cela qu'on doit aller, et c'est peut-être en changeant le comportement de chacun qu'on changera en effet, la façon d'habiter le monde. Et ce n'est pas en le changeant par des lois ou en le changeant par des ensembles vertueux, mais c'est peut-être en changeant, en effet, ou en refaisant confiance au peuple et en refaisant confiance à cet ensemble qu'est la société. Sinon, on n'y arrivera jamais. On va droit dans le mur. Qui sont les moins difficiles à convaincre? Des élus, les riches, peut-être. Les riches. Parce que moi, je travaille que pour les pauvres. Donc les riches sont les plus difficiles à convaincre. Oui, parce qu'ils pensent qu'ils gagnent de l'argent. Alors pour gagner de l'argent dans leur système, il faut qu'ils en dépensent beaucoup, il faut qu'ils en perdent beaucoup. Voilà. C'est ça le problème. C'est que pour construire 1 mètre carré d'une tour, 1 mètre carré d'une tour, de surface utile,
Parce que vous savez qu'une surface utile, à côté, vous avez des surfaces qui ne sont pas utiles. Il faut 14 mètres cubes de matière. Donc quand on dit que construire une tour, c'est écologique, c'est faux. C'est complètement faux. Et quand les tours ne seront plus des bureaux, parce que ça va arriver, on ne pourra pas en faire des logements. Parce que quels seront les gens qui pourront se payer l'équivalent des charges d'une tour pour habiter? Donc la tour de bureau n'est pas reversible. Donc par nature, elle est négative sur le plan de l'environnement. À terme, dans l'immédiat, elle est peut-être positive, mais à terme, elle est négative. Elle sera moins reversible que ne l'ont été les usines. Parce qu'une usine n'était pas faite pour être habitée et elle serait habitable. Et moi, je serais presque pour faire une expérience d'habiter des tout-salons, des chaussérias, des carrefours et des machins, parce qu'en fait, c'est de rez-de-chaussée. On pourrait dire peut-être que là, on peut faire un truc. Et je pense qu'on ne peut pas... Ça bouffe du terrain, quand même. Comment ? Ça bouffe du terrain. Ça bouffe du terrain, il est déjà bouffé. Oui, mais enfin... Bon. Non, mais il est déjà bouffé. Vous vous rendez compte que ceux qui ont tué les centres-villes, oui, ça, oui, en faisant du commerce à la périphérie, réintègrent le centre-ville, parce que c'est plus rentable maintenant d'être à la périphérie. Ils vont donc, après avoir tué le centre-ville, ils vont abandonner la périphérie. Qui a payé les voiries? Qui a abîmé l'agriculture et ainsi de suite? Donc il faut qu'on s'en occupe. Ce n'est pas eux qui s'en occuperont. Quand Auchan veut s'installer à la gare du Nord, vous savez ce qu'il fait? Il ferme Auchan à Saint-Denis. Et pourquoi il le ferme? Parce qu'il dit en fait compte qu'il n'y a pas assez de riches à Saint-Denis, il faut que je capte tous les riches à la gare du Nord. Et quand moi je me bats contre l'installation d'un centre commercial à la gare du Nord, je pense que je suis dans le vrai pour l'avenir. Brice Lalonde, première réaction. Vous allez souvent à la gare du Nord? Oui, je vais souvent à la gare du Nord. Ce serait très long, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et la première chose, c'est ce qui est très frappant en France, c'est qu'il y a une coexistence entre de très grandes entreprises, comme Vinci, Bouygues, Eiffage et d'autres, et une multitude d'artisans de petites entreprises. Ça fait en fait la caractéristique presque du BTP en France. Mais pour ceux qui sont à l'étranger, c'est très différent. Là, il y a énormément de gens à loger. Et alors que les appels d'offres ici, c'est vraiment des petits trucs, là-bas, c'est le quartier entier, ou c'est même la ville entière à construire. Parce que tellement il y a de gens à loger. Et alors, construire une ville, c'est très différent. Par exemple, vous étiez en Thaïlande. Bangkok, moi j'ai habité 3 ans à New York, dans une tour. J'étais épaté de voir qu'il y avait une réelle convivialité dans la tour, je ne m'y attendais pas. Donc c'est plus compliqué, on pourra en parler après. À New York, il y a eu Sandy, l'ouragan. La mer est montée de 4 mètres à batterie. C'est invraisemblable, 4 mètres, c'est énorme. Il y a eu des à Bangkok, il y a eu la même chose. Et à Bangkok, c'est sous l'eau, mais le métro a tenu, alors qu'à New York, il n'a pas tenu. Et je pense que le problème que nous avons devant nous maintenant, c'est que les villes qu'il faut construire, à partir de rien quasiment, il faut leur amener de l'eau. Vous savez que la surface, le rayon pour aller chercher de l'eau a augmenté de 30% en 50 ans, tellement il faut aller chercher de l'eau plus loin. C'est que vous allez avoir des vents à 300 km/h. 300 km/h, comment on fait alors les codes de construction? La vitre qui éclate et le morceau de verre qui s'en va, mais c'est hyper dangereux, etc. Donc si vous voulez, la ville de demain, c'est très différent. L'enjeu que nous avons, c'est que nous sommes en train de changer de planète, c'est ça le changement climatique, et donc il faut que vous, ici les ingénieurs et autres, vous vous adaptiez à ceci en même temps que vous le combattiez. Donc ça sera très difficile. Et je voudrais aussi dire que la ville la plus dense du monde, c'est Paris-Haussmann. C'est plus dense que Pékin. C'est contrairement à ce qu'on croit, parce que les tours, il y a un grand vide autour, quoi. Tandis qu'à Paris, à Haussmann, il a quand même coincé beaucoup de gens. Donc c'est pas exactement ce qu'on croit. Et cette différence entre la nécessité d'industrialiser la construction dans ces endroits, de déplacer les villes, Jakarta, c'est foutu. Il faut déplacer Jakarta. Les villes s'enfoncent parce qu'elles ont trop pompé. Houston s'enfonce, Mexico s'enfonce. Donc le travail est absolument titanesque. Et vous n'y arriverez évidemment pas sans industrialisation de la construction d'une manière ou d'une autre. Maintenant, cette industrialisation de la construction, elle ne doit pas atteindre ce qu'on appelle l'esprit du lieu. L'esprit du lieu, quelle belle expression. C'est tellement important de respecter l'esprit du lieu et de voir qu'il n'y a pas d'habitation qui ne s'insère pas dans un endroit, dans un lieu, dans un quartier où les gens doivent vivre, où avant on appelait l'écologie, ça s'appelait l'hygiène. Ah, c'est de l'écologie, mais avant ça s'appelait hygiène, quoi. Tout ça, c'est absolument capital. Il faut aérer, enfin des tas de choses comme ça dont on peut parler. Et je donne l'exemple, c'est une maison à Iquitos au Pérou.
c'est le nom de Gustave Eiffel. Parce que le gars qui était riche, le Brésilien qui était riche à l'époque, c'était le caoutchouc. Il est venu voir l'exposition universelle à Paris et il a amené en préfabriqué par bateau, remontant l'Amazone jusqu'à Iquitos, la maison de Gustave Eiffel, qui est devenue l'attraction du lieu. Évidemment, elle n'est pas du tout à sa place. Et donc, toute la question, c'est comment est-ce qu'on trouve... Alors, on rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire la culture, comment ça se passe, la culture française, les magnifiques bâtiments, la magnifique histoire, la déconstruction et la reconstruction. Donc, moi, je pense que les villes, dans le temps, c'était des endroits où on était protégés et où on avait tout à disposition à pied. Donc, une belle ville, dans un bel écoquartier, c'est une ville où on est protégé, on est en sécurité, il y a de l'hygiène, si je puis dire, et on a tout ce qu'il faut dans un rayon où l'on peut marcher à pied. C'est ça la belle ville, c'est ça qu'il faut construire ou qu'il faut préserver. Merci. Bon, ben, écoutez, je remercie les intervenants de cette première table ronde. Gilles Escadillas, vous êtes chercheur et professeur, et vous nous parlerez un peu, notamment, votre préoccupation centrale sont les matériaux. Xavier Laureau, alors vous êtes agriculteur urbain, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, et aussi entrepreneur, et on verra tout à l'heure à quel point les fermes de Galie, notamment, font école. Et Sébastien Nervat, vous êtes aménageur. Alors vous travaillez à l'établissement public de Marne-la-Vallée. Vous avez fait toute votre carrière à Marne-la-Vallée ? Oui, pas gigantesque carrière. Non. Mais oui, avec une évolution régulière et progressive depuis 7 ans. Voilà. Alors, vous avez commencé par travailler sur les écoquartiers. Oui, alors en tant que chef de projet, nous sur le territoire, on va avoir 2 écoquartiers, l'écoquartier de Montévrain et puis l'écoquartier de Bussy-Saint-Georges. Alors la démarche écoquartier, c'est une démarche effectivement qui va aider tout un tas de sujets. Voilà, c'est un bon prétexte et un bon support pour faire sur tout un tas de thématiques sur lesquelles on a déjà parlé et puis on va poursuivre le débat. Donc d'abord chef de projet sur un écoquartier. Alors là, on avait, donc ça rejoint un autre invité, un sujet assez intéressant d'agriculture urbaine, avec une surface dédiée au maraîchage bio. Après, dans les écoquartiers, on trouve des thématiques qui reviennent, les écomatériaux, tout ce qui est des questions d'animation, de concertation, on essaye de faire un peu évoluer les modalités. L'énergie, enfin voilà, c'est les thématiques qui reviennent régulièrement. Alors, autorisez-moi une question de Béotien. L'écoquartier, c'est la bonne œuvre d'un aménageur et puis c'est une invention administrative très normalisée pour être dans l'air du temps. Alors l'aménageur se dit tiens, je fais un écoquartier, c'est bon pour le look. Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose sur lequel vous, par exemple, qui en êtes responsable, vous pouvez être innovant et vous avez une marge de manœuvre assez grande? Alors, l'intérêt dans la démarche écoquartier, c'est qu'il y a... Alors déjà, ça fait 10 ans, puisque les premiers appels à projets datent de 2009. Donc l'intérêt, c'est qu'il y a un cadre, un socle, avec des engagements qui sont à la fois sur le qualitatif et le quantitatif, le direct, l'indirect. Et après, chaque territoire peut s'en saisir comme il le souhaite. Et pousser un peu l'ADN de son écoquartier. Donc voilà, et puis en plus, les contextes ne sont pas les mêmes, en fonction qu'on va avoir une part de neuf, une part de réhabilitation, une proximité avec le centre-ville ou pas, avec les transports. Donc voilà. Donc nous, dans cet écoquartier, c'est vrai que le leitmotiv, c'était beaucoup donc établissement public. Alors anciennement, la politique des villes nouvelles. Donc beaucoup quand même du développement du neuf sur des terres agricoles et avec un contexte où grosso modo on observe de fait un mitage urbain. Des grandes exploitations, on est là sur le plateau céréalier, donc voilà, un système agricole qui ne représente pas tous les systèmes agricoles, et puis cette problématique de dire, mais in fine, là où il y a un développement urbain important, fort, est-ce que ce modèle agricole, c'est le plus pertinent? Et est-ce que là où il y a un développement urbain soutenu, est-ce qu'on ne réfléchit pas à une agriculture un petit peu plus qui s'adresse immédiatement à la population et donc qui est tournée là pour le coup vers les habitants de l'écoquartier et autour. Et donc c'est tout ce débat de
c'est plus l'agriculture périurbaine qui se fait grignoter, mais une agriculture urbaine et qui est donc intégrée dans la programmation de l'aménageur. Donc alors c'est pas que l'aménageur qui pousse. Là dans l'exemple, c'est bien sûr les collectivités qui accueillent, voilà, la commune, l'interco, département, région. Il y a quand même le label écoquartier va afficher cette ambition environnementale, mais s'il n'y a pas un soutien des collectivités, ça marche pas. Et puis bien sûr, comme souvent, il y a un architecte ou un paysagiste, une paysagiste qui porte le sujet. Donc là, nous, c'était beaucoup Philippe Madec et Frédéric Gauthier qui portaient ça. Donc c'est in fine un contexte particulier où on se dit tiens, l'agriculture locale, plutôt maraîchère, plutôt bio, puisqu'on est dans un écoquartier, a plus de pertinence que la grande céréaliculture, qui de fait est fragilisée par le développement urbain en partie. Et qui rencontre une envie de faire collective. Mais en fait, il y a un paradoxe, parce que quand on vous écoute, on se dit que tout nouveau quartier devrait être par définition un écoquartier. L'ambition portée, nous on est sous tutelle du ministère de la Cohésion des Territoires, la DHUP qui pousse, pilote la démarche écoquartier, c'est l'ambition in fine, c'est bien de se dire on s'appuie sur des territoires pilotes qui expérimentent pour que ça rentre et que ça devienne standard, que ce soit plus extraordinaire comme démarche, mais que ça devienne courant. Donc là, après 10 ans, on peut peut-être pas dire que c'est dans le courant, mais ça a quand même évolué en 10 ans, il me semble. Alors, fort de cette première expérience, vous occupez maintenant à l'EPAR de Marne-la-Vallée un autre type de responsabilité qui est aussi significative d'une évolution intéressante. Quelle est-elle ? Alors, donc depuis peut-être 2 ans, je suis responsable du service innovation. Alors, comment nous, on l'a attrapé l'innovation, parce que les entreprises attrapent l'innovation en fonction de leurs compétences, en fonction de leur histoire, en fonction des moyens en place et des moyens qu'on veut bien adresser aussi à l'innovation. Donc nous, on a attrapé l'innovation, je dirais, selon au moins 3 angles, 3 dimensions, qui sont un peu incontournables dans l'innovation pour nous, aménageurs publics. Le premier, c'est déjà d'avoir des priorités d'action claires. Et de ne pas se disperser. Il vaut mieux remarquer, c'est un bon principe. Ça, Non, mais parce qu'en fait, dans l'innovation, c'est tellement un mot valide, on peut tout ranger, quoi. Il suffit de mettre un mot anglais à la place du mot français, et puis c'est bon, c'est de l'innovation. Donc déjà, il faut avoir des priorités claires en matière d'innovation, adaptées à une action d'aménagement, aménageur public, parce que donc nous, je ne l'ai pas dit en introduction, mais nous, on va être maître d'ouvrage sur les infrastructures et prescripteur sur les bâtiments. Accompagner les maîtres d'ouvrage de A à Z sur les bâtiments. Donc, priorité claire. Le deuxième élément qui n'est pas toujours simple, deuxième élément qui est incontournable, finalement, c'est de tisser des partenariats, R&D notamment, mais pas que, avec les opérateurs économiques locaux et autour de notre champ d'action, puisque c'est aussi un bon levier pour faire de l'innovation. Et puis le troisième aspect assez incontournable pour l'innovation, parce que parfois à court terme, l'innovation peut pas tout le temps, mais aussi générer des surcoûts, alors répondre à des appels à projets qui se veulent structurants, pas juste one shot, pas juste gadget, entre guillemets, et qui peuvent soutenir l'action d'innovation en partie, pour que l'effort d'innovation soit compensé. Donc c'est dans cette recette que nous, on a avancé la démarche d'innovation avec une attitude très pragmatique, puisqu'on est acteur opérationnel, donc si on est vraiment au tout début de l'idée, et pas un niveau de maturité assez important, ça va difficilement nous intéresser. On n'est pas forcément mécène ou financeur de R&D, même si on en fait un peu. Et puis surtout, nous, ce qu'on vise en tant qu'aménageur public, c'est la massification, la réplicabilité. On vise des actions d'innovation structurantes et qui ne soient pas juste... soit bien, parce que bien, il faut aussi de la com et du marketing, mais pas juste ça, mais qu'on arrive quand même à structurer la démarche. Alors, il y a 2 ans que vous exercez cette fonction, c'est pas très ancien, mais est-ce qu'il y a quand même des exemples un peu révélateurs, significatifs de choses que vous avez faites qui montrent bien l'esprit dans lequel vous avancez ? Alors, je vais vous donner un petit exemple par priorité d'action, du coup, parce que donc on a essayé de ramasser tout le discours sur l'innovation pour gagner en lisibilité. Donc nous, en tant qu'aménageurs, il y a des priorités qui sont assez incontournables pour nous. La première, c'est avec les accords de Paris et toutes les étapes préalables, c'est bien sûr tout ce qui est climat, réduction de l'empreinte carbone. Donc en tant qu'aménageurs, ça va nous concerner sur au moins 3 thématiques qui sont d'ailleurs souvent les grands émetteurs carbone, que sont la mobilité, l'énergie et les matériaux, quand même ceux-là qu'on retrouve beaucoup dans les bilans carbone, que ce soit à l'échelle de l'opération, à l'échelle du quartier.
Et donc là-dessus, nous typiquement, par exemple, voilà, on a une opération pilote sur le campus de la Cité des Cartes, d'ailleurs, où il y a tout un vivier R&D ville durable, et on expérimente la préfiguration, je ne sais pas si ça va devenir un label, mais au moins d'une démarche E+C- quartier, puisque le plus c'est moins à l'échelle du lot de l'opération immobilière préfigure la RE 2020. Et donc il y a tout un consortium, notamment autour du CSTB et BBCA, mais d'autres, qui se structurent. Et donc là, nous, on est opération pilote, donc ça veut dire qu'on accepte de jouer au jeu de la méthodologie E+C- quartier, donc du calcul carbone, parce que sur le calcul carbone à l'échelle du quartier, il y a encore beaucoup de questions, de périmètre, d'unité. Voilà. Ça, c'est sur tout ce qui est le climat. Sur la thématique table ronde quand même de la nature, on va l'appréhender beaucoup sous l'angle de la biodiversité, des continuités écologiques, notamment beaucoup de l'eau pluviale. La gestion des eaux pluviales pour les aménageurs, c'est incontournable. La ressource, la qualité en eau, on en parle beaucoup au travers des démarches de métabolisme urbain de Sabine Barle et d'autres. La question de l'eau, c'est incontournable. Et donc là-dessus, nous, on va par exemple, voilà, des démarches d'innovation. Là, pour le coup, on va prendre la casquette financeur R&D, entre guillemets, et puis on va cofinancer une thèse sur la biodiversité avec le CSTB, et dirigée par le Muséum d'Histoire Naturelle, par exemple. Hein, et ça va nous éclairer ensuite pour nos démarches opérationnelles en matière de biodiversité. Un autre sujet qui rejoint tout ce qui est agriculture urbaine, c'est alors nous c'est une grande catégorie qui intéresse beaucoup, de plus en plus les maîtres d'ouvrage bâtiments. C'est tout ce qu'on va ranger derrière la thématique de l'urbanisme favorable à la santé. Donc tout le monde pense tout de suite à la qualité de l'air et puis aux amendes qu'on se prend en qualité de l'air et autres. Mais il y a aussi la question de l'alimentation pour nous. Donc voilà, l'exemple de l'agriculture urbaine, nous, elle s'incarne enfin chez nous après pas mal d'années de portage, parce que c'est un chemin compliqué, un projet de maraîchage sur 20 hectares. Donc le projet de maraîchage sur 20 hectares en bio, dans un écoquartier, il n'y en a pas beaucoup encore en France. On a été assez pionniers sur ce sujet-là. Et puis après, on va s'intéresser beaucoup, parce que c'est en train de traverser tous les métiers, mais les questions de valorisation des données, du numérique. Donc on a beaucoup de chantiers sur la maquette numérique. Donc là, on va expérimenter comme d'autres des sujets de maquette numérique à l'échelle du quartier. Toujours nous, voilà. Alors, on va avoir un focus quartier-lot. Quand on comprend bien votre rôle, vous êtes finalement, en tant qu'aménageur, un carrefour d'acteurs. Un peu. Est-ce que ce rôle d'innovateur qui est le vôtre, vous le vivez comment, et comment est-il vécu par vos autres interlocuteurs? Vous êtes l'original de service, le casse-pied de service, le pionnier de service. Quelle est la perception que vous avez de l'idée que se font les autres de votre intervention? Alors c'est effectivement assez variable en fonction de à qui on s'adresse. Je dirais que globalement quand même c'est vrai que si on résume, on va parfois on est facilitateur parce qu'on n'a pas tous les leviers par exemple. Donc il y a certaines thématiques comme l'énergie ou la mobilité par exemple, l'aménageur a quand même pas toutes les compétences et pas tous les leviers. Donc là on est plutôt facilitateur. Après on va être vraiment pilote. Donc là on va avoir des compétences directes en tant qu'aménageur. Mais c'est vrai que si je fais des familles, grosso modo, les collectivités sont quand même très preneuses et très intéressées par les démarches. Mais là, c'est vrai alors nous, on intervient sur un territoire qui fait de 44 communes, 6 intercos, 3 départements, donc assez important, pas forcément avec une homogénéité d'ambition politique, voilà, de souhait. Donc il y a des élus qui vont nous parler d'énergie. Il y en a d'autres qui vont nous parler de carbone, enfin, même si on va retrouver de l'énergie dans le carbone, et encore d'autres de nature. Donc là, on va s'adapter, mais globalement, on est bien reçu, à bras ouverts. Quand on est maître d'ouvrage, de fait, nous sommes le client, donc c'est plus facile. C'est plus difficile quand même de nous dire votre proposition ne nous intéresse pas. Donc là, tout de suite, ça va être en fonction du niveau de qualité d'offre qu'on va recevoir. On va bien appréhender si l'acteur ou un autre est intéressé ou pas par notre ambition qu'on porte. Puis après, il y a les maîtres d'ouvrage sur le bâtiment. Alors là, on a un peu de tous les profils. On a les profils de maîtres d'ouvrage. D'ailleurs,
pas forcément toujours les mêmes chez les bailleurs ou toujours les mêmes chez les promoteurs, parce qu'il y a quand même 2 grandes familles promoteurs-bailleurs, avec forcément les bailleurs qui vont avoir la vision long terme, parce qu'ils restent en patrimoine, et les promoteurs un peu plus court terme. Mais malgré tout, malgré cette grande division, on va avoir des maîtres d'ouvrage partenaires, donc ils vont soutenir l'innovation, la coporter avec nous, et puis d'autres qu'on va avoir un peu plus de mal à intéresser. Merci. Xavier Leroux. Vous co-dirigez les fermes de Galie, alors bien connu, vous allez nous en dire 2 mots quand même, mais si j'ai bien compris, alors vous êtes à l'initiative d'une multitude d'actions qui consistent en gros, si j'ai bien compris, à ce que l'agriculture se lance à la reconquête de la ville. Vous ne manquez pas de culot. C'est pas tout à fait ça. Non, en fait, nous on a la chance d'être des familles d'agriculteurs aux portes de Paris depuis longtemps, avec des branches qui faisaient de la céréaliculture, d'autres de l'arboriculture. Souvent, l'histoire métropolitaine, c'est les familles ne se mariaient pas entre un maraîcher de Saint-Denis, un spécialiste des cultures légumières de la Courneuve et un céréalier de Lagny. C'était des mondes qui ne se mariaient pas. Nous, on a eu la chance depuis plusieurs siècles de servir soit le marché de Saint-Eustache, soit après Rungis, soit d'abord sur les fermes qu'on fait visiter ou qu'on ouvre en cueillette, etc. depuis 30 ans. Donc on s'est posé la question, finalement, est-ce qu'on part ou est-ce qu'on reste? Et si on reste, comment on intensifie nos activités agricoles? Et on a regardé, réfléchi. Et on a regardé et réfléchi sur ce qui se passait en région Île-de-France notamment, et puis aussi dans le reste de la France, parce que le problème de l'agriculture périurbaine, qui pour moi est un joli mot, mais qui est un mot horrible et qui a emmerdé les géographes pendant 30 ans, est supplanté par un terme que les Français adorent et que les urbains adorent, qui est l'agriculture urbaine, parce que c'est un oxymore et que les Français adorent les oxymores. Donc le sens de ma question. L'agriculture urbaine, c'est beau. On ne sait pas ce que ça veut dire. On ne comprend absolument rien au terme du vivant, mais c'est beau. Donc ça excite tout le monde. En réalité, ça ne réglera absolument pas le problème majeur des métropoles, c'est-à-dire les nourrir, c'est-à-dire régler le problème des 3 jours d'autosuffisance alimentaire de Rungis. 3 jours. Et à travers l'agriculture urbaine, il y a quelque chose de noble. C'est que ça plaît aux politiques. Donc c'est super. Donc on peut faire des promesses en termes d'hectares. Donc c'est extra parce que l'hectare, on ne sait pas ce que c'est. Et ensuite, il y a un autre intérêt, c'est que l'agriculture urbaine, ça parle d'alimentation à un moment où on ne croit plus en rien. Le grand intérêt de l'agriculture urbaine, c'est que ça permet à des gens qui ne se parlaient plus de se reparler. Et ça, c'est le rôle social de l'agriculture urbaine, et en ça, il est noble. Par contre, sur le plan des volumes, sur le plan etc., on ne sait pas de quoi on parle. On parle de remettre du maraîchage, et c'est vachement bien de faire à Brétigny, de faire, etc. Mais tout le monde a oublié le grand échec de 84 du maire qui s'appelait Monsieur Lucas, qui, à Périgny-sur-Yerres, a fait la première grande ZAC agricole en déplaçant des maraîchers pour les mettre sur un peu moins 40 hectares à Périgny, où on a mis des maraîchers, une maison, des maraîchers, une maison, etc. Personne ne fait le bilan. Et on fera le bilan dans 10 ans des quartiers de maraîchers qui sont plutôt aujourd'hui faits par des néo-ruraux que par des exploitants maraîchers qui n'existent plus, puisque, je vous le rappelle, en Île-de-France, 50-55, environ 5000 hectares, je ne parle que de l'arboriculture fruitière extensive et intensive. Le bilan en 2020, pommes, poires intensifs, Île-de-France, 300 hectares. Donc il n'y a plus d'acteurs, il faut les réinventer, et on est là à tous palabrer sur l'agriculture urbaine. Voilà. La question de départ, c'est quels acteurs, quelle durée de vie des acteurs, quel portage dans le temps, pourquoi? Parce que le monde agricole vit une temporalité qui n'a rien à voir avec le reste de la vie d'aujourd'hui. En disant ça, je veux simplement essayer de faire un rapprochement avec l'autre métier que nous avons dans Galie, qui est le monde du paysage. En quoi est-ce que le paysage en ville, en quoi est-ce que l'agriculture en ville peut être pensée par des acteurs du bâtiment pour être durable et faire vivre dignement des gens en payant éventuellement des collaborateurs qui peuvent être logés sur place. Parce que le problème numéro 1, il est quand même là. Le monde agricole s'est sédentarisé parce qu'il était logé sur place. Si c'est pour faire par la ligne 13, pour aller travailler dans une ferme innovante à Saint-Denis, faire venir quelqu'un de Vitry, on n'aura pas gagné. Donc la question, pour moi, centrale, c'est comment est-ce que le monde du bâtiment, comment est-ce que ceux qui construisent la ville
comprennent 3 choses. Premièrement, et il l'avait bien compris il y a 15 ans avec les DTU toiture-terrasse, quand on a commencé à interdire aux paysagistes de foutre des bambous sur les toits. C'est-à-dire que comment est-ce que on règle dans le temps le problème de coût de maintenance du vivant? Parce que tout le monde en veut, tout le monde en dessine, tout le monde sur les 4x3, il n'y a pas de problème. Ça, on verdit à mort. Par contre, ce que vous avez dit dans le 17e sur les problématiques de défauts sur le bâti, je n'ose vous dire ce que vont être les défauts et des conséquences du vivant sur le bâti, parce qu'on a voulu être économe, ou qu'au finalement on a pris le sous-traitant le moins cher, ou qu'on s'est débrouillé avec des jardinières qui ne sont pas entièrement soudées avec un fil long, mais avec simplement 5 points. Puisque plus personne ne regarde ça. Et je peux vous dire qu'il y a des villages, notamment près de chez vous, qui auront quelques surprises et qui accueillent des milliers de gens le week-end avec grande joie. C'est-à-dire qu'à force de passer par le moins 10 ans dans tout, depuis 10 ans à cause de la crise du bâtiment, on n'a pas relevé les prix, mais les conséquences sur le vivant seront fatales. Alors, pour ça, il faut avoir un discours optimiste. Et le discours optimiste... J'allais vous le demander. C'est marrant, mais je m'étais dit, à un moment, je vais lui demander comment on en sort de tout ça. On en sort comment? On en sort en pensant différemment les sujets quand il s'agit du vivant. Je pense que la question conception, réalisation, maintenance, animation, faire des contrats en intégrant jusqu'à l'animation du vivant, sont indispensables si on veut que la promesse vis-à-vis des occupants soit tenue. Donc ce n'est pas la peine de saucissonner les lots. De toutes les façons, on va demander au dernier lot, c'est-à-dire celui du jardinier, de rattraper le temps et le retard de tous les autres. Et on va demander, parce qu'il faut du verre partout, de la coactivité, ce qui est nuisible aux arbres en général, parce que quand ils prennent un coup sur l'écorce, ils s'en remettent parfois mal. Donc la question, c'est comment on fait pour faire cohabiter tous les lots à condition d'avoir des partenaires crème. Je pense que ça paraît... partenariat public-privé, etc., ça paraît idiot dans le privé, vivant dans ce monde de la nature et vivant dans ce monde de l'urbain, si on veut rattraper le temps et avoir la promesse d'une vie aussi verte. Pourquoi est-ce que le 19e l'a réussi et pourquoi est-ce qu'au 20e et au 21e on le rate? Parce que Alphand, il a fait toute sa vie à un poste où il a progressé dans une administration où il était le patron de A à Z. Il a commencé par la propreté et il a fait Montsouris comme les Buttes-Chaumont avec des ingénieurs et des polytechniciens, avec des ingénieurs, pas avec des jardiniers. Il l'a fait parce que c'était les mêmes patrons. Alphand, il avait autour de lui Darcel, etc., qui étaient des gens qui étaient d'abord des commis de l'État qui ne se baladaient pas 2 ans, 2 ans, 3 ans, 2 ans, machin. Ils étaient à Paris pour leur vie et pour l'amélioration de la ville. Alors, si je comprends bien, ce que vous nous dites, c'est trop sérieux pour être gadgetisé, en quelque sorte. Ah, mais je pense que... Et il faut vraiment penser cette dimension dans l'urbain. C'est une nouvelle façon de penser l'urbain. Ça n'est pas de l'agriculture au sens où on l'entend traditionnellement. C'est autre chose. Et il faut du temps long. Il faut accepter de contractualiser sur le temps long. Il faut accepter que plus vous plantez jeune, plus ça poussera long. Donc ça ne sert à rien de vouloir se faire plaisir avec un élu qui veut... Parce que je l'ai vu avec un contrat cœur de ville. C'est qu'un mandat de maire, c'est 6 ans. Hein. Acheter en Allemagne, la semaine dernière, acheter en Allemagne des chênes à 20 000 € sur des contrats publics, alors qu'on peut contractualiser avec une pépinière française. Je rappelle que la pépinière française est aussi en crise, comme toute l'industrie. Et qu'aujourd'hui, dans une pépinière, on parle beaucoup des fruits moches qu'on achète chez Carrefour. Mais personne ne sait que dans une pépinière française, on jette tous les jours, tous les ans, entre 20 et 40% de son stock. Les plantes parce qu'elles ont un petit défaut, les plantes parce qu'elles sont forcément bien cernées. Mais de grâce, commençons par regarder aussi ce qu'on peut réemployer de la pépinière. Il n'y a pas que les portes, il y a aussi les arbres. Donc, si on réfléchit, on a des réserves. On a un pays de cocagne pour le vivant. On a la chance d'avoir, quand on fait du maraîchage, on se met en concurrence
avec le Pays de Loire, les magnifiques vallées du centre de la Manche, etc., qui, elles, et puis le fin fond de la Seine-et-Marne, qui ont des terres qui parfois dans les bas-fonds sont sableuses, adaptées aux cultures légumières, mieux que certaines terres argileuses de l'apprivoisé. Donc on ne pense même plus en fonction de qualité agronomique, on pense en fonction d'une proximité urbaine parce que ça va faire plaisir à ceux qui viennent habiter. Mais rendons à des fonctions ludiques ce qui doit être du ludique et rendons à des fonctions nourricières ce qui doit être nourricière. Donc on a tout. Le problème c'est qu'en France, on est trop gâté pour avoir des réflexes de bon sens de pauvres, alors que quand on va à l'étranger, ce qui m'arrive aussi, on n'a même pas ce luxe-là. Alors, quand on vous entend, on se dit que ce que vous dites, c'est une sorte de bon sens, ce qui apparaît évident. Est-ce que quand même, il y a des endroits, il y a des communes, il y a des territoires où on est vraiment, j'allais dire, dans votre tempo? Parce que c'est aussi une question de tempo, si j'ai bien compris. C'est pas une question uniquement de foncier ou uniquement Contrairement à ce qu'on pense, il y a des régions en France où il y a eu des initiatives en France qui sont assez uniques et assez, je dirais, participatives en intelligence collective. Prenez l'exemple, prenez Toulouse, vous prenez Montpellier. Toulouse, c'est un gâchis d'une périurbanité, on étale, on trace. Pourquoi? Parce qu'on vit malheureusement le diktat des micro-communes où on ne veut pas faire plaisir à un agriculteur, et j'en suis, qui quand il a 18 ans ne rêve que de s'installer et de sanctuariser le monde agricole, et quand il a 70 ans, règle sa succession et veut absolument qu'on lui mette un peu de terrain à bâtir, puisqu'il n'a pas de retraite. Oui. Donc en France, comme nous n'avons pas pris la décision trop vite et très tôt à la bonne échelle, on a fait du clientélisme local. Montpellier a inversé le sujet et a fait un schéma au niveau de sa petite région et s'est posé la question à la fois du paysage et de l'alimentation. C'est pas tout gagné, c'est loin d'être facile, mais c'est deux villes du Sud où on sait que c'est parfois pas facile. Il y a des régions en France, Rennes est très en avance avec son programme d'alimentation territoriale. Nantes a une culture du sujet, mais c'est pas si simple, mais c'est une culture. Albi avec un programme d'alimentation territoriale. Donc la question elle est là, mais la question elle est aussi pour moi à un autre niveau. Et je voudrais vraiment donner aussi des lumières. Là, on peut parler de l'autre bout du monde, etc. Quand on voit ce qui se passe à nos portes de Paris, porte de la Chapelle, porte d'Aubervilliers, etc. Nous avons eu la chance de contractualiser avec une cité qui s'appelle Saint-Denis, pour 25 ans par un bail agricole, la dernière ferme maraîchère de Saint-Denis. Là où on inventait, au 19e, les cultures intensives de marais. Un marais, c'est quoi? C'est un jardin, c'est pas une ferme. C'est 6000 m², 4000 cloches, 2000 châssis. Et avec ça, vous travaillez 18 heures par jour, 16 heures l'hiver, ça va, et vous livriez Saint-Eustache en 3 heures avec votre canasson. Et vous aviez sur le clos, qui faisait 4000 m², vous aviez un système de rails de chemin de fer. C'était une industrie qui était utilisée pour optimiser, avec les couches chaudes, la production. C'était d'une intensivité, mais incroyable. On ne peut même pas imaginer ce qu'on pouvait sortir. 135, 150 kilos de légumes avec 25 cloches. 25. Voilà. Parce qu'on savait jouer ce qu'on appelle des cultures mélangées, etc. Mais de façon intensive. Tout le monde en rêve aujourd'hui. Les Américains nous disent « mais vous avez tout inventé en France, c'était chez vous, etc. » Dans la pratique, personne ne travaillerait avec cette intensité. Tout le monde en parle, mais personne ne sait cette intensité-là. La permaculture qui se veut relever de cette intensité-là, ça n'a rien à voir. Enfin, on veut utiliser cette image de l'agriculture intensive par culture associée. En réalité, c'est d'une intelligence agronomique et d'une intensité agronomique que seul le 19e siècle avait inventé. Voilà. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'on crée un lieu à Saint-Denis, au bout de la ligne 13, 800 mètres du métro. Et là, qu'est-ce qui se passe? On inverse en banlieue, dans des endroits où en France, nous avons ghettoisé et communautarisé notre violence dont on masque. Parce que on ne sait pas ce qui se passe. Et ici, on ne sait encore moins ce qui se passe. Mais tous les soirs, c'est l'enfer. Aux portes de Paris. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On essaie, par le vivant, par l'activité agricole, de faire une médiation. D'abord, créer de la fierté, parce que dans ces lieux-là, il y avait de la fierté. Il y avait de l'excellence. Et ils ne le savent même plus. On n'a même plus le sentiment de ce que produisaient nos banlieues.
Voilà. Donc commençons par nos banlieues qui sont en grande détresse. Remettons des points comme ça de vivants, qui sont des points accessibles, qui sont des points où les jeunes qui sont en 5e se disent « Moi qui n'ai aucune relation et qui ne connais personne, je vais peut-être pouvoir demander un stage en 3e », ce qui arrive encore tous les jours, puisqu'ils ne connaissent personne. Et recréons par cette agriculture de proximité, pas un acte de production, mais recréons un acte de médiation, un acte d'éducation, un acte d'accueil des entreprises qui paieront. Les entreprises qui prennent leur siège au sud de Saint-Denis, elles sont très contentes de venir faire un séminaire, de venir faire une réunion de cadres, etc. Tout près. En bilan carbone, c'est pas mal. C'est une station de plus sur la ligne 13. Mais alors, en fait, on voit qu'il y a un retournement historique, c'est-à-dire que ce type d'initiative, c'est vraiment quand il n'y a plus rien à faire, quoi. Non. Là, on décide, c'est la cause est perdue, les quartiers sont infernaux, donc on fait de l'agriculture. Alors que historiquement, c'était la base de l'activité. Il y a un retournement historique. La question se pose, est-ce que des endroits où on n'est pas arrivé au stade dramatique, est-ce qu'on peut faire autre chose que des effets de mode? Parce que par exemple, la prochaine campagne municipale, il n'y a pas un candidat qui va ne pas annoncer qu'il fait du vert, qui fait des espaces, qui fait n'importe ce que vous voulez. Mais on est exactement dans le travers que vous décriviez au début de votre propos. En fait, l'idée, c'est qu'est-ce que je fais de concret? Celui qui décide de sanctuariser dans son PLU 3 hectares entre ces cités, pour le mettre en bail à un privé, alors qu'il est communiste, dans un monde de communistes, et qui vont prendre un mec qui sort de Versailles, avec l'étiquette de droite, hein, et qui va lui dire, je te confie mon outil, essaie de renverser comme tu peux, où tu peux, la vapeur, mais sois accueillant, et essaie de faire. Parce que, si vous voulez, qu'est-ce qu'on tire de nos expériences, nous, agricoles? Parce qu'on est aussi à Sartrouville, au pied de la Cité des Indes. Puis je suis aussi avec des agences de paysage un peu partout en France. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie, en fait, on s'aperçoit que dès qu'on a de l'espace, on peut cohabiter. Et dès qu'on est dans une découverte, dans une expérience du faire, on vit ensemble. Mais on n'a plus d'endroit pour être dans l'expérience du faire. Quand vous lisiez au début du siècle, dans les années 30, ce qu'on appelait les maisons d'hygiène, vous parliez tout à l'heure d'hygiène, quand Duchesne dessinait dans ses parcs des sports, ces maisons d'hygiène, toutes les fonctions étaient représentées de ce qui faisait une cohabitation de milieux différents. Aujourd'hui, nous avons tous des loisirs de classe. Nous avons tous des endroits et des courses de classe. Plus personne. Alors, et nous, on observe que dans nos fermes pédagogiques, on observe que dans nos cueillettes, eh ben, on a des gens, vous avez aussi bien des rededeux qui se baladent à Versailles, qui se baladent avec des gens qui sont, je ne vous dis pas qu'ils sont complètement voilés, mais il y a des voiles, etc. Et tout ça vit, pourquoi? Parce qu'il y a de l'espace et parce qu'on profite de quelque chose, le frais, le bon, le juste. À partir du moment où vous êtes quelque chose de simple et dans le faire, vous offrez ces espaces de coactivité, de convivialité. Et nous mourrons de ne plus avoir des espaces comme ça. Donc notre combat et notre engagement sur Saint-Denis, qui est un engagement sur le temps long, c'est de réconcilier par l'agriculture et par le paysage, en faisant aussi de ce lieu un lieu d'innovation. On y a fait et on y accueille des innovations d'ingénieurs, du génie sur les jardins de pluie. Comment est-ce qu'on peut travailler avec les gouttières, raconter l'évapotranspiration, etc. Donc il y a plein, dans cette ferme, il y a aussi plein d'innovations pour le bâti. Il y a aussi, ça va être un lieu qui doit être un lieu de démonstration. Non, mais je reste complètement ébahi, mais je reste convaincu que, que le Versaillais intervienne à Saint-Denis. Il vaut mieux que ça soit sous cette forme que sous d'autres formes, que l'histoire a plus sanglante. Non, vous savez, c'est simple. Ce sont 2 villes royales, premièrement. Oui, c'est vrai. Saint-Denis, c'est 160... Non, mais Saint-Denis, la basilique... Vous gardez votre cohérence de ce point de vue-là. Non. Et les deux ont un chiffre en commun. Dans un cas, vous avez 132 nationalités qui visitent le château. Dans l'autre, vous avez 132 nationalités qui vivent sur place. Et elles constituent les 30% de population qui ne sont pas des Français. 70% des populations est française. En tout cas, merci. On aura l'occasion d'approfondir. Alors, Gilles Escadillas, sur le professeur.
Alors vous êtes surtout dans une autre problématique, puisque vous êtes à la fois, vous enseignez à Toulouse, à l'université, vous êtes chercheur, et votre domaine d'investigation, si je puis dire, c'est les matériaux. Alors là, ça mérite quand même d'être un peu explicité, parce que le lien entre les matériaux et l'environnement, aujourd'hui, on le cherche encore. Non, je ne pense pas, mais enfin... C'est toujours de la provocation, ça. Non, mais j'ai bien compris, effectivement. Non, parce qu'effectivement, la problématique, juste pour les matériaux, hein, pour revenir en arrière un petit peu, moi j'ai commencé à 35 ans sur du béton, effectivement, et on nous demandait de faire des économies. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on est arrivé dans les fins des années 90, début des années 2000, on nous a demandé de faire de l'environnemental. Et en fait, on est revenu sur cette problématique. Hein. Pour faire du béton, il faut des matériaux, il faut des ressources naturelles. Ces ressources naturelles ne sont pas effectivement reproductibles à l'échelle humaine. Et donc, il faut trouver aussi d'autres, on va dire, des éléments pour remplacer. Et puis, depuis maintenant quelques années, on nous a demandé aussi le performantiel. Donc, on a le côté économique, environnemental, performantiel. Alors, je ne cache pas que le côté économique prend souvent le dessus. N'empêche qu'effectivement, le côté performantiel est important. Et c'est là qu'on va revenir un petit peu à ce qu'on peut faire. Nous, historiquement, on était très génie civil, on va dire, de l'énergie, très centrale nucléaire, très barrage, pont aussi, effectivement. Et on est allé vers l'habitat, vers le bâtiment. On est allé vers le bâtiment avec le multimatériau. Et là, on est aussi dans un carnot, MECD, donc mieux construire pour mieux vivre, donc c'est à peu près la même, effectivement, devise. Et le multimatériau, je pense que c'est une des problématiques soulevées tout à l'heure par le monsieur, c'est qu'effectivement, c'est bien les multimatériaux, mais il faut traiter aussi les interfaces. Il faut traiter les problématiques. Il faut apprendre à les utiliser. Et donc, on a commencé par travailler sur les agrosourcés. Alors, c'est la grande mode des agrosourcés. On parlait tout à l'heure de plus et moins. On va essayer de piéger du carbone. Dans agrosourcés, on a travaillé effectivement, comme beaucoup, sur le béton de chanvre. On a commencé à travailler sur la paille, puis on est passé sur le géosourcé, on a travaillé sur la terre. Alors je me rappelle toujours, il y a quelques années, je suis venu faire une conférence ici à l'école d'ingénieurs de la ville de Paris, et je leur ai dit, vous allez voir, dans Paris, il y aura bientôt de la paille, du bois paille, il y aura du béton de chanvre. Tout le monde a rigolé dans la salle. Et puis il y a eu l'école Louise Michel, il y a eu d'autres éléments effectivement qui ont montré que ça peut arriver dans Paris. Alors après, moi je vais revenir sur le côté agricole et je vais vous parler juste d'une expérience. Effectivement, on travaille aussi sur la rénovation. Je crois qu'on a le neuf, c'est très important sur le côté effectivement des enjeux énergétiques. Et on a aussi tout ce qui est rénovation. Et on travaille entre autres sur la rénovation des centres historiques anciens avec la ville de Cahors, sur un projet qui s'appelle Énergie Patrimoine. Et là, on a vu effectivement que malheureusement, c'est la conséquence des normes, c'est la conséquence des habitudes aussi des artisans. Tout le monde rénove avec la traditionnelle plaque de placo avec un peu d'isolant derrière. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Le bâti se dégrade. Et donc, on a du bâti du 13e, on a du bâti du 15e qui s'est très fortement dégradé. Et là, on est arrivé en disant, nous, on va apporter une approche qui est une approche effectivement différente. Donc, d'abord, basée sur le numérique. Donc, tous nos outils que l'on développe, c'est des outils physiques en numérique qui accompagnent le développement des matériaux où le matériau est caractérisé d'un point de vue physique. Et là, on a dit, on va revenir sur des matériaux, rénovation par exemple avec du béton de chanvre ou du béton d'autres éléments. Et là, on est revenu vers les agriculteurs, on leur a dit, mais qu'est-ce que vous avez comme déchets, comme sous-produits de l'agriculture sur le côté de Cahors ? Et donc, on a fait avec les artisans, c'est la première thèse. Alors d'abord, c'est une thèse de chiffres, c'est juste à signaler par rapport aux autres personnes ici présentes, une thèse de chiffres financée par une communauté d'agglomération, c'est très intéressant à savoir, sur cette rénovation patrimoniale. Et on a fait donc effectivement des tests en grandeur nature, le Living Lab, pour reprendre les mots cadurciens, donc effectivement, qui montre tout le confort qu'on a en termes hygrothermiques. On en revient sur cette partie hygrothermique, sur la qualité de l'air aussi, effectivement, et la qualité de l'ambiance intérieure, avec des produits locaux remis localement, effectivement, dans un habitat. Et donc on l'accompagne donc, effectivement, en termes de tests, parce qu'après, il faut montrer aux gens que ça marche. Parce que vous leur dites, alors déjà, on déroge à tout. Alors l'avantage dans l'ancien, l'avantage quand vous avez effectivement après des monuments historiques qui vous accompagnent, c'est que vous pouvez déroger à beaucoup de choses. On ne pourrait pas le faire sur le neuf et on commence à pouvoir le faire sur le neuf, mais on s'aperçoit que ces éléments-là sont très importants justement avec ces agromatériaux. Et là, juste pour finir, on continue à travailler avec un laboratoire de chimie agro-industrielle qui, eux, extrait par exemple les huiles. Une fois que vous avez extrait l'huile, il reste beaucoup de choses. Donc on a fait des bétons de lavande. Alors ça sent bon, c'est marrant, c'est bien. On a fait des bétons d'amarante. Mais vous avez des plantes pour lesquelles les huiles, par exemple, ont des vertus pesticides.
On utilise ça effectivement et vous avez votre bloc qui a des vertus pesticides effectivement qui peuvent être utilisés par exemple sur le côté agricole. Vous avez des éléments effectivement qui peuvent comme ça lentement et sûrement amener dans l'air des huiles essentielles. Donc vous avez toute une série d'éléments et donc on analyse la chaîne de vie. On essaie de valoriser pour tout ce qui est agricole, pour tout ce qui est effectivement ensuite cosmétique par exemple, au mieux. Et puis ensuite, ce qui reste, le tourteau, ça peut partir en alimentation animale ou ça peut partir en produit de construction. Et c'est là que nous, on intervient. Ce qui est fascinant, c'est qu'on voit que finalement tout est encore à inventer, alors qu'on aurait pu penser que tout avait déjà été inventé. Mais que la question qui se pose quand même, j'imagine, c'est ensuite le problème de la reproduction. C'est-à-dire que c'est la grande échelle. C'est-à-dire quand vous trouvez quelque chose de vraiment convaincant, de vraiment innovant, soit c'est adapté à une situation locale particulière, un type d'habitat, un type de... et qu'effectivement, on va vous dire derrière, bon, mais c'est bien votre affaire, mais comment on l'utilise à grande échelle ? Alors deux choses. Alors déjà, vous avez raison, ça a été fait depuis très longtemps. Nous, on a déposé un brevet au début des années 2000. C'était rien d'autre que le ciment inventé par les Romains. En calcinant des argiles, en mélangeant avec de la chaux, en faisant... Il ne l'avait pas déposé, donc vous auriez... Non, mais eux, il ne l'avaient pas déposé, il était tranquille. Mais l'objectif, c'était pas celui-là. L'objectif, c'était de valoriser effectivement ces matériaux. Nous, on a cette particularité dans notre laboratoire à Toulouse d'aller jusqu'à l'industrialisation, puisque là, on a accompagné l'industriel jusqu'à la normalisation de son produit, ce qui est assez rare pour un universitaire. Et ensuite, maintenant, c'est une usine qui produit 50 000 tonnes, mettons, de ce produit qui peut être mis avec un très faible impact, puisqu'au moment de sa calcination, il n'y a pas du tout de CO2. Donc des choses intéressantes sur le côté bas carbone. Mais d'une manière plus générale, effectivement, les problématiques que l'on a, c'est des problématiques de reproduction. Mais c'est là qu'arrivent les outils numériques. L'outil numérique, enfin, ce qu'on fait, ce sont ce qu'on appelle des jumeaux numériques. En fait, ce qui va varier souvent, ce sont les conditions limites. C'est-à-dire qu'effectivement, entre le sud et le nord, vous n'avez pas les mêmes conditions limites, vous n'avez pas les mêmes problématiques, et c'est là qu'on a les problèmes de normes. Tout à l'heure, il y en a un qui disait, effectivement, vous avez des normes, par exemple, nous avons une norme très intéressante, c'est la norme Mayotte. C'est la seule qui nous permet d'utiliser, mettons, des terres crues. On fait référence à une norme qui a été développée comme ça dans un territoire pour pouvoir l'utiliser en France. En France, vous êtes coincé. Le CSTB, mais je ne les critique pas, il vous demande, mettons, de faire des essais au feu sur la terre crue. Les essais, vous faites la terre crue, vous faites un essai au feu, à part de faire la terre cuite, il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est exigé, on vous le demande. Et donc vous avez par exemple, vous mettez un hérisson en caillou, on vous demande de faire des essais au feu parce qu'effectivement ça fait partie des caractéristiques qui sont demandées. Donc nous on traduit ça ou on déforme ça avec les outils numériques. Donc là par exemple sur ce projet qu'on avait avec Cahors, on l'a étendu parce qu'on avait un projet, ce qu'on appelle Interreg, interrégion avec le Portugal et l'Espagne. Donc on a repris ce qui se faisait au Portugal et en Espagne, on a rentré ça dans nos modèles et puis on a regardé quels étaient les meilleurs choix. Mais par exemple de la rénovation de centres historiques comme Cahors, on ne va pas rénover pareil au rez-de-chaussée parce que c'est très froid, les rues sont étroites, c'est humide et par exemple au dernier étage où là par contre on va avoir beaucoup de chaleur. Donc déjà, historiquement, les gens n'habitaient pas, on va dire, de la même manière. Ils n'habitaient pas en haut, ils faisaient sécher en haut, et en bas, c'était effectivement là où ils stockaient le charbon ou le bois. Ils habitaient au premier, deuxième étage. Bon, bien sûr, maintenant, le rez-de-chaussée, ça va servir autant que possible, donc effectivement, pour le côté plutôt commercial, parce qu'effectivement, c'est quand même intéressant et joli. Et puis, les étages, on les essaie de les utiliser entièrement. Mais en jouant sur le type de matériaux, en jouant sur les épaisseurs de matériaux, et en jouant sur les conditions limites, on peut effectivement faire... aller dans le sens où c'est généralisable. Quand on prend une expérience, enfin un travail comme celui que vous citez sur Cahors, qui vous sollicite là? C'est vous-même qui avez l'idée? C'est la municipalité? C'est une entreprise? Qui vous sollicite? On a tous les types. On a des recherches que nous menons en propre, dont juste nous, c'est 50 et quelques doctorants, on est 50 doctorants, 25 nationalités, donc on a des gens qui viennent de tous les pays avec leurs propres problématiques que l'on traite, le Mexique, le Liban, par exemple, on parlait tout à l'heure avec un collègue, le Liban, la problématique majeure actuellement, c'est le manque de sable. Et donc il faut qu'ils changent toutes leurs pratiques par rapport au manque de sable. On les accompagne effectivement pour trouver des bons moyens de changer de sable sans effectivement poser des problèmes sur les constructions. Le Mexique, moi je travaille beaucoup avec le Mexique aussi, c'est la problématique de la qualité des ouvrages. Ils ont des ouvrages de très mauvaise qualité, mais essentiellement ouvrages d'art. On travaille aussi avec le Burkina Faso, donc là vous avez des pays qui sont très pauvres, on va travailler sur le côté stabilisation, mettons à froid. Donc ça veut dire sans énergie, sur ces matériaux, toujours pour construire. Et c'est là qu'on va revenir, pour avoir beaucoup discuté avec ces gens-là, sur la manière dont ils vivent aussi. J'ai bien aimé tout à l'heure le discours de l'architecte, effectivement, de dire... C'est pas un architecte. Non, mais c'est un vrai faux architecte. C'est un usurpateur, on l'a bien compris. Parce qu'effectivement, quand vous allez dans des pays comme le Burkina, quand vous allez, par exemple à Madagascar, j'étais encore le mois dernier, ils sont tellement pauvres qu'il va falloir faire avec les matériaux locaux. Mais les matériaux locaux, ils ont aussi après des pratiques, certaines bonnes, certaines pas bonnes.
certaines pas bonnes qui consistent à défricher, à brûler, et ainsi de suite. Mais la cendre de balle de riz, ça fait un matériau qui effectivement est très intéressant, mettons, mélangé avec des briques, avec d'autres produits. Et donc on arrive à leur développer comme ça des matériaux. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on avait développé à l'époque pour ces pays, on le revient, ça revient en France. Donc par exemple, nous, notre bâtiment va être rénové, on va choisir du biosourcé, donc effectivement avec des matériaux chanvre, et puis après du géosourcé avec toute l'inertie qui va être de la terre crue. Alors, bien sûr à l'intérieur pour éviter les problématiques extérieures. Et alors ça, c'est les problématiques après pour revenir que l'on traite, c'est-à-dire les interfaces, c'est-à-dire comment on traite les interfaces. Alors c'est là quand même que l'on voit aussi que le paysage a bougé, et je reviens aux grosses entreprises. Vous avez des grosses entreprises qui maintenant vont faire du bois, vont faire effectivement du biosourcé, vont tout intégrer effectivement, alors qu'auparavant elles le refusaient. Et elles le refusaient, et comme elles avaient vraiment pignon sur rue, ça ne se faisait pas. Et donc effectivement, c'était une des problématiques que nous avions auparavant. Alors justement, ça c'est une clé. Comment ça se fait ? C'est un effet de mode, c'est des contraintes qui sont nouvelles. Parce que les exemples que vous citez sont des exemples finalement où vous intervenez pour des acteurs qui sont en quelque sorte en situation de crise. Ils ont un problème, ils ne savent pas comment le résoudre, ils vous appellent et en travaillant sur les matériaux, vous innovez, vous trouvez des solutions. Là, vous avez affaire à des grands acteurs, à des grandes entreprises qui a priori ne se sentent pas en situation de crise. Pourquoi ils vont se dire... Alors, la situation de crise, ça peut être une situation d'urgence. Entre autres, quand vous avez une annonce politique qui revient au village olympique, effectivement, de dire qu'on va mettre tant de biosourcés et compagnie, tant de géosourcés, vous avez des gens qui ne savent pas faire. Et donc, quand on ne sait pas faire, vous avez des bureaux d'études et ils se disent qui sait faire. Donc, ils reviennent vers nous pour dire est-ce que vous ne pouvez pas nous accompagner pour choisir les bonnes solutions, effectivement. Et c'est là qu'on arrive sur l'approche performantielle, c'est comment, effectivement, choisir la meilleure solution. Alors ça ne veut pas dire qu'on va abandonner tous les anciens matériaux, ça je tiens à le dire. Le béton a encore de beaux jours devant lui, et j'espère aussi, parce qu'effectivement on peut éco-construire en béton aussi, on peut éco-construire dans beaucoup de matériaux, à condition de savoir l'utiliser là où il faut et comme il faut. Mais effectivement c'est là qu'on peut accompagner. Et des gens viennent nous voir là sur beaucoup de projets, sur des très gros projets, effectivement. Là, on intervient au Zimbabwe sur un barrage, on intervient dans beaucoup de pays aussi à l'étranger, où on accompagne effectivement des sociétés françaises, dont par exemple Vinci sur une steppe au Maroc, pour essayer effectivement de résoudre les problèmes qu'ils ont de transfert de compétences, on va dire françaises, sur des pays étrangers. Et là, c'est notre côté, on va dire, nous on ne voit rien d'une manière générale à part notre connaissance, c'est le côté académique effectivement qui les sert en disant, nous on va utiliser ce qu'il y a de la bibliographie, on va utiliser nos connaissances pour soutenir ou pas le projet. Donc, si j'ai bien compris, aux prochains Jeux olympiques, la première médaille d'or, elle sera française et elle portera sur l'innovation dans les matériaux. Si on se fie effectivement à ce qui a été mis par rapport au village et sur les contraintes, et il y en a quand même pas mal, qui sont effectivement sur ces techniques-là et sur la réutilisation aussi. Le village olympique, il n'a pas pour vocation d'accueillir des athlètes tout au long de la vie. Donc dès que c'est fini, effectivement, après, l'athlète, effectivement, ça va être rendu à la population. Et c'est là qu'on verra s'ils acceptent ou pas les modifications, s'ils acceptent ou pas ce qui a été proposé. Brice Lalonde. Je ne veux pas vous demander votre avis sur les Jeux Olympiques, mais peut-être sur nos échanges. Les Jeux Olympiques, c'est on gagne ou on perd. C'est-à-dire que la ville de Londres a gagné. La ville de Londres a mis une grande carte de Londres et elle a regardé là où l'espérance de vie était la plus faible. Et elle a dit c'est là que je vais faire les Jeux Olympiques. Et elle a tout organisé de manière à ce qu'ensuite on puisse démonter une partie des installations et qu'elles puissent être utilisées ensuite par les habitants du quartier et de la ville de Londres. Tandis que Athènes a complètement échoué, c'est devenu une espèce d'endroit complètement mort, etc. Donc, on a avec les Jeux Olympiques une chance de surinvestissement exceptionnel dont il faut absolument profiter pour l'urbanisme. Donc voilà, j'arrête là-dessus.